25 septembre 1943, gare de Bologne, Italie. Le caporal Giovanni Marotta, de la division d'infanterie Pinerolo, se tenait sur le quai au milieu d'une foule de soldats italiens et regardait le train de marchandises qui s'étirait le long des voies. 50 wagons à bestiaux, en bois avec d'étroites fentes en guise de fenêtres. Sur chaque wagon, un numéro était peint en blanc. Le wagon numéro 37 se trouvait juste devant lui. Un sous-officier allemand, fusil mitrailleur en bandoulière, hurlait « Schnell, Schnell, plus vite, 70 hommes par wagon. Bougez-vous, port d'Italiens !» Marotta regarda ses camarades. Tous avaient été désarmés 3 jours plus tôt, lorsque les Allemands avaient encerclé leur caserne à Bologne. Les officiers avaient tenté de résister, mais des chars allemands se tenaient devant les portes. Le commandant du bataillon avait ordonné de rendre les armes, pour éviter une effusion de sang, avait-il dit. Les soldats avaient empilé leurs fusils, les Allemands les avaient chargés dans des camions et les avaient emmenés. Les Italiens avaient été enfermés dans les casernes, sans nourriture, sans explication. Ils avaient attendu 2 jours. Les rumeurs se multipliaient. « On va nous renvoyer chez nous. On va nous envoyer dans des camps en Italie. On va nous fusiller. » Mais la vérité s'avéra plus simple et plus terrible. On les emmenait en Allemagne. Marotta monta dans le wagon. À l'intérieur, une 50aine d'hommes se tenaient déjà debout. Des soldats de son bataillon, des soldats d'autres unités que les Allemands avaient rassemblés dans tout Bologne. Le plancher du wagon était couvert de paille. Le long des murs, des bas-flancs en bois sur 2 niveaux. Dans un coin, un baquet en bois pour les besoins. C'est tout. Pas de fenêtre, à l'exception de fentes étroites sous le plafond. Pas d'éclairage. Marotta se fraya un chemin jusqu'au mur et s'assit sur une couchette. À côté de lui s'assit le sergent Carlo Bianchi, son camarade de la 3e compagnie. Bianchi était de Turin, un homme grand et mince de 42 ans, menuisier dans le civil, mobilisé en 1941. Il avait combattu en Yougoslavie, puis était rentré en Italie après la capitulation. Maintenant, il était assis dans un wagon à bestiaux et regardait dans le vide. « Où est-ce qu'il nous emmène, Carlo ?» demanda Marotta. Bianchi haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais les Allemands ont dit en Allemagne, pour travailler dans les usines, soi-disant temporairement. Ils disent qu'on nous relâchera dans quelques mois. » Marotta voulait y croire, mais quelque chose au fond de lui disait que c'était un mensonge. Les Allemands avaient été si brutaux ces 3 derniers jours. Ils battaient les soldats sans raison, criaient « Verreiter, prêtre !» Un officier allemand avait craché au visage d'un capitaine italien et avait dit « Vous nous avez trahis le 8 septembre. Maintenant, vous allez payer. » Marotta ne comprenait pas. Quelle trahison! L'Italie avait signé un armistice avec les Alliés. La guerre était finie. Était-ce une trahison? On continuait à entasser des hommes dans le wagon. 60, 70, 80. Il n'y avait plus de place pour se tenir debout. Les soldats étaient assis coude à coude sur les couchettes. Certains se tenaient au milieu du wagon, pressés les uns contre les autres. L'odeur de corps sale emplissait l'espace. Il faisait chaud. Septembre en Italie est encore doux, et le wagon sans ventilation se transformait en fournaise. Finalement, le sous-officier allemand jeta un œil à l'intérieur, compta les têtes et hocha la tête. « Genug, assez. » Il fit glisser la lourde porte en bois. Le verrou claqua à l'extérieur. L'obscurité se fit dans le wagon. Seules de fines bandes de lumière perçaient à travers les fentes étroites. Le train démarra 1 heure plus tard. Personne n'expliqua où ils allaient. Personne ne dit combien de temps durerait le voyage. Personne ne donna à manger. La dernière fois que Marotta avait mangé, c'était la veille au matin, un morceau de pain et une cuillère de haricots en conserve qu'ils avaient trouvés au fond d'un entrepôt de la caserne. Son estomac se tordit de faim. À côté, quelqu'un pleurait doucement. Un jeune soldat, d'environ 19 ans. Une recrue de Sicile qui était entrée dans l'armée 6 mois plus tôt et n'avait pas encore vu le combat. Maintenant, il était assis dans un wagon de marchandises, enfermé comme une bête, et il pleurait. Bianchi posa une main sur son épaule. « Tiens bon, ragazzo, nous rentrerons à la maison. Il faut juste tenir. » Le train se dirigeait vers le nord. À travers les fentes des parois du wagon, les Italiens voyaient défiler les paysages. Les collines d'Émilie-Romagne, les Alpes. Puis un tunnel, long, sombre, résonnant. Ils traversaient les Alpes. Quand le train sortit du tunnel, le paysage avait changé. Ce n'était plus l'Italie, c'était l'Autriche. Puis la Bavière, puis autre chose. Les soldats ne connaissaient pas la géographie de l'Allemagne. Ils étaient juste assis et attendaient. Le premier jour passa. Le train ne s'arrêta pas.
Une seule fois dans une petite gare, le convoi s'immobilisa pendant 10 minutes. Les soldats crièrent « De l'eau! Donnez-nous de l'eau !» Une sentinelle allemande s'approcha du wagon et frappa la porte avec la crosse de son fusil. « Taisez-vous les porcs !» Le train repartit. On ne leur donna pas d'eau. La soif devenait insupportable. La chaleur dans le wagon ne diminuait pas, bien que ce fût déjà l'automne dehors. 80 hommes dans un espace clos. La respiration, la sueur, l'étouffement. Les soldats buvaient leur propre urine. Certains n'y parvenaient pas et restaient simplement allongés, suffocants. Le deuxième jour. Quelqu'un mourut. Un vieux réserviste d'une 50aine d'années, cardiaque. Il était assis contre le mur, puis s'est soudain penché en avant et s'est immobilisé. Ses voisins le secouèrent, il ne respirait plus. Mort. Le cadavre fut placé dans un coin. Que faire d'autre ? L'odeur de décomposition commença à se répandre quelques heures plus tard. Les soldats s'éloignèrent du coin autant que le permettait l'exiguïté, mais l'odeur ne partit pas. Elle se mélangea à l'odeur des excréments du baquet qui débordait, à l'odeur de sueur et de vomi. Le wagon était devenu un enfer mobile. Le troisième jour, le train s'arrêta, la porte s'ouvrit, la lumière les aveugla. Les soldats avaient passé 3 jours dans une obscurité quasi totale. Une voix allemande cria « Raus, dehors, vite !» Les soldats se déversèrent hors du wagon. Beaucoup tombèrent sur le quai. Leurs jambes ne les portaient plus après 3 jours d'immobilité. Marotta regarda autour de lui. C'était une petite gare quelque part en Allemagne. Le panneau sur le bâtiment indiquait « Nuremberg ». Des soldats allemands avec des bergers allemands alignèrent les Italiens en colonne. L'un des Allemands hurlait « Vous êtes des internés militaires du Grand Reich allemand. Vous n'êtes pas des prisonniers de guerre. Vous êtes des traîtres. Vous travaillerez pour l'Allemagne jusqu'à ce que le Führer décide de votre sort. Les faibles mourront, les forts survivront. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Marotta regarda Bianchi. Celui-ci fixait le sol. « On est fichu, » dit doucement Bianchi. « On est fichu, Giovanni. Ce n'est pas un travail temporaire. C'est un camp. Nous sommes prisonniers. Mais pas des prisonniers ordinaires. Nous sommes quelque chose de pire. » Marotta voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Car Bianchi avait raison. Les visages des gardes allemands, le ton de leur voix, les bergers allemands, les fusils mitrailleurs, tout indiquait que les Italiens n'étaient pas considérés ici comme des êtres humains. La colonne fut conduite à pied, 5 kilomètres, jusqu'au camp. Le camp s'appelait Durchgangslager, un camp de transit, un immense terrain entouré de barbelés, des miradors aux angles, des projecteurs, des baraquements en bois, alignés en rangées. Les Allemands firent entrer les Italiens dans l'un des baraquements. À l'intérieur, des bas-de-flancs à 2 niveaux, sans matelas, juste des planches nues. 150 hommes dans un baraquement conçu pour 50. Marotta grimpa sur la couchette supérieure et s'allongea. Les planches lui rentraient dans le dos. Mais il était si épuisé qu'il s'endormit instantanément. Le matin, ils furent réveillés à 5 heures, rassemblés sur la place d'appel. Un officier allemand, un Oberleutnant en uniforme impeccable, au visage froid, se tint devant les Italiens et commença à parler. Un interprète, un soldat allemand d'origine italienne, traduisait. « Vous êtes dans un camp pour internés militaires italiens. Vous n'êtes pas des prisonniers de guerre. Vous êtes des traîtres qui avez abandonné vos alliés. Mais le Führer est clément. Il vous donne le choix. Le premier, vous signez pour servir dans les forces armées de la République sociale italienne de Benito Mussolini ou dans l'armée allemande. Vous obtiendrez alors le statut de soldat, un uniforme, de la nourriture et une solde. Le second, vous refusez. Vous resterez alors des internés et serez envoyés au travail dans le Reich. Le choix vous appartient. 10 minutes pour réfléchir. Les Italiens se tenaient en silence. 10 minutes. Marotta regardait ses camarades. Les visages étaient tendus, désemparés. Servir Mussolini ? Ce Mussolini qui avait entraîné l'Italie dans cette guerre maudite ? Ce Mussolini qui était maintenant une marionnette d'Hitler ? Ou refuser et devenir un esclave ? Esclave des Allemands qui les traitaient de traîtres, qui les avaient transportés pendant 3 jours dans des wagons à bestiaux sans eau ? Quel choix ? Les 10 minutes s'écoulèrent. L'Oberleutnant demanda « Ceux qui acceptent de servir, un pas en avant ». Sur les 1500 Italiens rassemblés sur la place, 320 s'avancèrent. 21%. Les 1180 autres restèrent immobiles. L'Oberleutnant les regarda avec mépris. « Lâche, vous avez choisi le déshonneur. Soit, vous travaillerez, et vous apprendrez ce que signifie refuser le Führer. » Il tourna les talons et partit.
Les 320 hommes qui avaient accepté de servir furent emmenés séparément. Personne ne les revit. Les 1180 autres restèrent dans le camp. Les 2 semaines suivantes furent un enfer. Les Italiens n'étaient pas nourris correctement. 800 grammes de pain et 1 litre de soupe claire par jour. C'était moins de 1200 calories, le minimum nécessaire à la survie d'un homme adulte au repos. Mais les Italiens n'étaient pas au repos. On les forçait à travailler 10 heures par jour, creuser des tranchées, porter des pierres, charger et décharger des wagons, sans pause, sans jour de repos. Celui qui traînait recevait un coup de crosse ou de matraque d'un garde allemand. Celui qui tombait était laissé à terre. S'il ne se relevait pas au bout d'1 heure, son cadavre était traîné sur le côté. En 2 semaines dans le camp de transit, 37 hommes sur 1180 moururent, 3%. De faim, d'épuisement, de coups, de maladies. Il n'y avait aucune assistance médicale. Les médecins italiens parmi les prisonniers essayaient d'aider, mais ils n'avaient ni médicaments, ni instruments, ni même de bandages. Un blessé ou un malade était allongé sur sa couchette et on attendait, qu'il survive ou qu'il meure. La plupart mouraient. Le 14 octobre 1943, les Italiens furent de nouveau rassemblés. L'Oberleutnant annonça « Vous serez répartis en commandos de travail. Certains iront dans les mines, d'autres dans les usines, d'autres sur les chantiers. Vous travaillerez jusqu'à la fin de la guerre. Ou jusqu'à la mort, selon ce qui arrivera en premier. » Marotta et Bianchi furent affectés au même groupe, 200 hommes envoyés dans la région de la Ruhr, dans les mines de charbon. On les chargea de nouveau dans des wagons de marchandises. Cette fois, le voyage dura 2 jours, moins que depuis l'Italie, mais les conditions étaient les mêmes. Promiscuité, étouffement, faim, soif. Lorsque les wagons s'ouvrirent, Marotta vit un paysage industriel. Des cheminées, de la fumée, un ciel gris, une poussière de charbon recouvrant le sol. C'était Essen, le cœur de l'industrie charbonnière allemande. C'est ici que les Italiens allaient travailler jusqu'à la fin de la guerre. Ils furent conduits dans un camp près de la mine de Zollverein, l'une des plus grandes mines de charbon de la Ruhr. Le camp était plus petit que le camp de transit, mais les conditions étaient les mêmes. Baraquements en bois, barbelés, miradors, bergers allemands. Un contremaître allemand, un homme brutal avec un ventre à bière et un visage rouge, aligna les Italiens et leur dit « Vous travaillerez dans la mine 12 heures par jour, 6 jours par semaine, extraction de charbon. Si vous atteignez l'objectif, vous aurez la ration complète. Si vous ne l'atteignez pas, la ration sera réduite. Si vous ne l'atteignez pas du tout, vous n'aurez rien à manger. C'est simple. Tu travailles, tu vis. Tu ne travailles pas, tu meurs. » Marotta se souvint toute sa vie de sa première descente dans la mine. La cage, une plateforme en fer sur laquelle 20 hommes descendaient dans le puits. L'obscurité. Seules les faibles lampes sur les casques. La cage tombait et l'estomac se soulevait. La profondeur, 400 mètres. 400 mètres sous terre. Quand la cage s'arrêta, Marotta sortit dans une galerie, un tunnel étroit creusé dans la veine de charbon. Hauteur, 1,60 m. Il fallait marcher courbé. L'air était vicié, poussiéreux, lourd. Il était difficile de respirer. Le contremaître allemand donna à Marotta une pioche et une pelle. Ton secteur, 20 mètres de galerie. L'objectif, 1,5 tonnes de charbon par poste. Commence. Marotta commença à piocher le charbon. La veine était dure. La pioche résonnait, rebondissait. Ses mains se fatiguèrent rapidement. Son dos lui faisait mal à force d'être constamment penché. La galerie était trop basse pour se redresser. Au bout d'1 heure, ses paumes étaient couvertes d'ampoules. 2 heures plus tard, les ampoules éclatèrent et ses mains saignaient. Marotta continua à piocher, car s'il n'atteignait pas son objectif, on ne le nourrirait pas. Et sans nourriture, il mourrait. Le poste durait 12 heures, sans pause, à l'exception de 10 minutes pour le déjeuner, si l'on pouvait appeler ça un déjeuner. Un morceau de pain et une tasse d'eau. Marotta avalait le pain sans mâcher et retournait au travail. À la fin du poste, il tenait à peine debout. Il avait extrait 1 tonne de charbon, pas 1,5 tonnes. 1 tonne. L'objectif n'était pas atteint. Le soir, quand les Italiens furent remontés à la surface, le contremaître allemand vérifia les résultats. On annonça à Marotta « Objectif non atteint, ration réduite d'1 tiers ». Au lieu de 800 grammes de pain, il en reçut 530. Ce n'était même pas suffisant pour compenser l'énergie dépensée pendant 12 heures de travail infernal. Cela dura 1 mois. Marotta travaillait à la mine 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Il maigrissait. Ses muscles fondaient. Ses os saillaient sous sa peau. Son visage s'était creusé.
Il toussait. La poussière de charbon encrassait ses poumons. Beaucoup d'Italiens développaient la silicose, la maladie des mineurs, lorsque les poumons se remplissent de poussière et cessent de fonctionner. Il n'y avait pas de traitement. Les malades mouraient simplement. Chaque semaine, quelqu'un ne sortait pas de sa baraque le matin. Le mort était emporté et enterré dans une fosse commune derrière le camp. Pas de croix, pas de mont. Juste un trou où l'on jetait les cadavres. Bianchi tenait mieux. Il était plus âgé, plus expérimenté, physiquement plus robuste. Mais lui aussi s'affaiblissait. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur couchette après le travail, Bianchi dit doucement « Giovanni, je ne verrai pas le printemps. Je le sens. Mes poumons me font mal. Je tousse du sang. C'est la silicose. Mon oncle a eu la même chose quand il travaillait dans les mines à Turin. Il est mort 6 mois plus tard. » Marotta voulut protester, dire quelque chose d'encourageant, mais il ne le put. Car il voyait que Bianchi avait raison. Il était en train de mourir. Lentement, mais sûrement. L'hiver 1943-1944 fut particulièrement rude. Les températures atteignirent -20 degrés, mais les Italiens portaient toujours leur uniforme d'été, celui qu'ils avaient lors de leur capture en septembre. Les Allemands ne donnaient pas de vêtements d'hiver. Vous n'êtes pas des soldats, vous êtes des ouvriers. Les ouvriers n'ont pas droit à l'uniforme militaire, expliquaient les contremaîtres. Les Italiens gelaient. La nuit, les baraquements n'étaient pas chauffés. Un seul poêle en fonte pour 150 hommes, alimenté avec du charbon volé à la mine. Mais le charbon ne durait que 2 ou 3 heures, puis le poêle s'éteignait et la température dans la baraque chutait à 0. Les Italiens dormaient serrés les uns contre les autres pour se réchauffer. Beaucoup se réveillaient avec des orteils gelés. Le médecin du camp allemand, un vieil homme indifférent qui venait 1 fois par semaine, amputait les orteils gelés sans anesthésie. Un scalpel, de l'alcool sur la plaie, un bandage, c'est tout. L'Italien hurlait, on le tenait, le médecin coupait. 1 semaine plus tard, l'Italien était renvoyé à la mine, travaillé, avec des orteils en moins. Janvier 1944. Bianchi mourut. Il avait toussé du sang toute la nuit, et le matin, il ne s'est pas réveillé. Marotta s'assit près de son corps et pleura. Bianchi était son ami. Ils avaient traversé la guerre ensemble, la captivité ensemble, la mine ensemble. Maintenant, Bianchi était mort. Son corps fut emporté et jeté dans un trou. Marotta ne savait même pas où se trouvait ce trou. Il n'avait pas pu lui dire adieu. Il n'y avait pas le temps. Il fallait aller à la mine, travailler, survivre. Au printemps 1944, Marotta pesait 48 kilos, pour 1,75 m. C'était un squelette ambulant. Mais il avait survécu. Il continuait à travailler, car la seule alternative était la mort. Et quelque part, au plus profond de lui, il s'accrochait à une pensée. La guerre finira, les Alliés gagneront, je rentrerai à la maison. Je dois rentrer à la maison. Pour Bianchi, pour tous ceux qui sont morts ici. Je dois raconter au monde ce qu'ils nous ont fait. Août 1943, Berlin, ministère des Affaires étrangères allemand. L'Oberregierungsrat Dr. Werner von Bargen, conseiller du ministre des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop pour les affaires italiennes, était assis à son bureau et étudiait un mémorandum préparé par le service juridique de la Wehrmacht. Le document s'intitulait « Sur le statut des militaires italiens capturés après le 8 septembre 1943 ». Le problème était délicat. D'une part, l'Allemagne avait capturé plus de 650 000 soldats italiens. D'autre part, l'Italie était formellement toujours un allié. Dans le nord du pays, Mussolini avait créé la République sociale italienne, loyale à l'Allemagne. Comment traiter les prisonniers italiens sans saper les relations avec le régime fantoche de Mussolini? La solution fut trouvée par les juristes de la Wehrmacht. Les militaires italiens ne devaient pas être appelés prisonniers de guerre, car un prisonnier de guerre a des droits en vertu de la Convention de Genève, le droit de correspondre avec sa famille, de recevoir des colis de la Croix-Rouge, de refuser le travail forcé sur des sites militaires, le droit à des soins médicaux, le droit à une nourriture convenable. Si les Italiens étaient des prisonniers de guerre, l'Allemagne serait obligée de les traiter comme les prisonniers britanniques ou américains. Mais Hitler ne le voulait pas. Il voulait punir les Italiens pour leur trahison. Un nouveau terme fut donc inventé. Italienische Militär Internierten. Internés militaires italiens, abrégé en IMI. Que signifiait-il juridiquement? Que les Italiens n'étaient pas des prisonniers de guerre, mais des civils temporairement détenus pour des raisons de sécurité de l'État. Ce statut existait en droit international, mais s'appliquait généralement aux civils de pays ennemis se trouvant sur le territoire allemand au moment de la déclaration de guerre.
Par exemple, un homme d'affaires britannique vivant à Berlin en 1939 pouvait être interné comme une menace potentielle pour la sécurité. Mais c'était des cas isolés. Appliquer ce statut à 650 000 soldats relevait de l'acrobatie juridique. Mais c'était à l'avantage de l'Allemagne, car les internés n'étaient pas protégés par la Convention de Genève. Ils n'avaient pas le droit d'entrer en contact avec la Croix-Rouge. Ils pouvaient être utilisés pour n'importe quel travail, y compris dans les usines d'armement. On pouvait les nourrir aussi mal que l'on voulait, on pouvait les détenir dans n'importe quelles conditions. Et surtout, Mussolini ne pouvait pas protester, car formellement, les Italiens n'étaient pas des prisonniers d'un ennemi. Ils étaient temporairement détenus, jusqu'à ce que leur loyauté soit établie. L'Allemagne leur offrait le choix, servir Mussolini et l'Allemagne ou rester internés. Cela ressemblait à un acte de clémence. Nous leur donnons une chance de racheter leur trahison, disaient les diplomates allemands. Von Bargen signa le mémorandum et l'envoya au haut commandement de la Wehrmacht. Le 20 septembre 1943, un ordre officiel de l'OKW fut émis. Tous les militaires italiens capturés doivent être considérés comme des internés militaires italiens. Le statut de prisonnier de guerre ne leur sera pas accordé. Ils seront détenus dans des camps de la Wehrmacht sous la juridiction des districts militaires. La Croix-Rouge internationale n'aura pas accès à eux. Leur utilisation au travail se fera sans restriction. Cet ordre fut une condamnation à mort pour des dizaines de milliers d'Italiens. Car sans la protection de la Croix-Rouge, sans droit de correspondance, sans contrôle international, les Allemands pouvaient faire ce qu'ils voulaient des Italiens. Et ils le firent. En octobre 1943, 650 000 internés militaires italiens se trouvaient en Allemagne et dans les territoires occupés. Ils furent répartis dans des camps du système Stalag pour les soldats et sous-officiers et Oflag pour les officiers. Les officiers, en vertu du droit international, avaient le droit de ne pas travailler, et les Allemands respectaient formellement cette règle. Les officiers italiens étaient détenus dans des camps séparés où ils ne travaillaient pas, mais recevaient une ration minimale et restaient derrière les barbelés. Les soldats et sous-officiers étaient utilisés pour le travail. Les statistiques étaient les suivantes. 35,6% des internés italiens furent envoyés dans les usines d'armement, production de chars, d'avions, d'artillerie, de munitions. 28,5% dans les mines de charbon et de minerais, 14,3% aux travaux agricoles, 7,1% dans l'industrie lourde, la métallurgie, 5,9% à la construction de fortifications, de routes, de ponts, les autres à divers travaux auxiliaires. Les conditions de travail étaient monstrueuses. La journée de travail était de 12 heures, pas de jour de repos. La nourriture, moins de 1500 calories par jour alors que le travail physique intense en requiert au minimum 3000. L'uniforme, celui que les Italiens portaient lors de leur capture, sans remplacement. Pendant l'hiver 1943-1944, des milliers d'Italiens travaillèrent dans le froid en uniforme d'été. Les gelures étaient massives, l'assistance médicale était quasi inexistante. Les médecins de camps allemands visitaient les camps une fois par semaine, examinaient les malades en 5 minutes et les renvoyaient au travail si la personne pouvait tenir debout. Sinon, on la laissait mourir dans la baraque. Le taux de mortalité parmi les internés militaires italiens s'éleva de 6 à 7% sur toute la période de captivité. Cela signifie que sur 650 000 internés, 40 000 à 45 000 sont morts. Comparé aux prisonniers de guerre soviétiques, dont le taux de mortalité était de 57%, ce chiffre peut paraître faible. Mais il faut comprendre le contexte. Les Allemands tuaient délibérément les prisonniers soviétiques. Ils les fusillaient, les affamaient, les envoyaient dans les camps de concentration. Le taux de mortalité parmi les prisonniers de guerre britanniques et américains était inférieur à 1%. On les nourrissait, les soignait, on ne les forçait pas à travailler sur des sites militaires. Les internés italiens se trouvaient entre les deux. On ne les tuait pas en masse comme les soviétiques, mais on ne les ménageait pas non plus comme les britanniques. On les utilisait simplement jusqu'à l'épuisement total, puis on les jetait. La cause de la forte mortalité n'était pas seulement la faim et le travail harassant. Il y avait d'autres facteurs. Les coups. Les contremaîtres allemands battaient les Italiens pour la moindre infraction, pour un travail lent, pour avoir parlé, pour avoir tenté de voler de la nourriture. Des coups de matraque, de crosse, de pied. Les Italiens étaient battus publiquement pour que les autres voient et aient peur. Certains mouraient sous les coups. Officiellement, la cause du décès était enregistrée comme insuffisance cardiaque. Mais tout le monde connaissait la vérité. Une autre cause de mortalité était les bombardements. L'aviation alliée bombardait intensivement l'industrie allemande à partir de 1943. Les cibles étaient les usines, les nœuds ferroviaires, les ports.
Les internés italiens travaillaient précisément sur ces sites. Ils travaillaient dans les usines de chars Krupp, les usines d'aviation Messerschmitt, les usines chimiques IG Farben. Lorsque les Alliés bombardaient ces usines, les Italiens mouraient sous les bombes. Mais le plus terrible, c'est que les Allemands interdisaient aux Italiens de se cacher dans les abris anti-aériens. Les abris étaient réservés aux ouvriers et civils allemands. Les internés italiens devaient rester à leur poste de travail ou se cacher où ils le pouvaient, dans des fossés, sous des ponts, dans des ruines. Des milliers d'Italiens sont morts sous les bombes alliées. Ironie du sort, ils étaient tués par ceux qui auraient dû être leurs libérateurs. Une autre cause de mortalité était les maladies. Tuberculose, typhus, dysenterie, pneumonie. Dans les baraquements surpeuplés, où chaque personne disposait de moins de 2 mètres carrés, les maladies se propageaient instantanément. Un malade de la tuberculose en contaminait des dizaines. Il n'y avait pas de traitement. Les autorités allemandes ne fournissaient pas de médicaments. Les médecins italiens parmi les internés essayaient d'aider, mais ils n'avaient rien. Ni antibiotiques, ni antipyrétiques, ni analgésiques. Le malade était allongé sur sa couchette et on attendait, qu'il survive ou non. La plupart ne survivaient pas. À l'automne 1944, un événement aggrava encore la situation des internés italiens. Le 20 septembre 1944, Hitler émit un décret. Tous les internés militaires italiens doivent être transférés au statut de travailleurs civils. Qu'est-ce que cela signifiait ? Que les Italiens n'étaient plus du tout considérés comme des militaires. Ils étaient de simples ouvriers. On les rebaptisa, passant d'IMI à Zivilarbeiter, travailleurs civils. Formellement, cela ressemblait à une amélioration, car les travailleurs civils recevaient un salaire. En pratique, cela signifiait que l'on pouvait désormais appliquer aux Italiens n'importe quelle mesure de coercition. Ils passèrent de la juridiction de la Wehrmacht à celle de la Gestapo et de la SS. Et cela signifiait les camps de concentration. Des milliers d'internés italiens furent envoyés dans les camps de concentration de la SS. Flossenbürg, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Mittelbau-Dora. Dans ces camps de la mort, les Italiens étaient utilisés pour les travaux les plus durs. Carrières de pierre, usines souterraines, creusement de tunnels. La mortalité dans les camps de concentration était catastrophique. Moins de la moitié des Italiens entrés dans le système SS survécurent. Mais même ceux qui restèrent dans les camps de travail ordinaires souffrirent de leur reclassement en travailleurs civils. Car désormais, les Allemands pouvaient réduire leurs rations sans aucune justification. Auparavant, lorsque les Italiens étaient des internés, leurs rations étaient au moins formellement liées à l'atteinte des objectifs de production. Désormais, la ration ne dépendait que de l'arbitraire du contremaître. S'il le voulait, il donnait. S'il ne le voulait pas, il ne donnait pas. Les Italiens souffrirent encore plus de la faim. Octobre 1943, région de la Ruhr, Allemagne. Les mines de charbon de la Ruhr étaient le cœur de l'industrie de guerre allemande. Le charbon alimentait les centrales électriques, les usines, les chemins de fer. Sans charbon, l'Allemagne ne pouvait pas faire la guerre, mais le charbon manquait. Les mineurs allemands étaient massivement enrôlés dans la Wehrmacht. En 1943, il y avait 2 fois moins de monde dans les mines de la Ruhr qu'avant la guerre. La production de charbon chutait. Albert Speer, ministre de l'Armement, tira la sonnette d'alarme. Sans charbon, nous perdrons la guerre. La solution fut les esclaves. Prisonniers de guerre, travailleurs de l'Est, internés italiens. On les envoya par milliers dans les mines. À la fin de 1943, plus de 50 000 internés militaires italiens travaillaient dans les mines de charbon de la Ruhr. Cela représentait 28,5% du nombre total d'IMI. Ils furent répartis dans des dizaines de mines. Zollverein, Zecke Consolidation, Prosper, Nordstern, Arpen. Les conditions étaient partout les mêmes. 12 heures sous terre, un objectif d'1,5 tonne de charbon par homme et par poste, une ration minimale, aucune assistance médicale, des coûts pour ne pas avoir atteint l'objectif. Considérons une journée type d'un mineur italien dans la Ruhr. Levé à 4 heures du matin. Rassemblement sur la place d'appel. Appel nominal, distribution des outils. Pioche, pelle, brouette en bois. Marche vers la mine. 1 kilomètre à pied dans l'obscurité. Descente en cage à 3 ou 500 mètres de profondeur. Température sous terre, 30 degrés, humidité de 100%. Une chaleur étouffante insupportable. Les galeries sont étroites, 1,60 m de haut, 1,20 m de large. Il faut travailler courbé. L'Italien reçoit un secteur, 20 mètres de galerie. Sa tâche, extraire le charbon de la veine, le charger dans une brouette, le transporter jusqu'au puits, le vider dans des wagonnets. Répéter cela pendant 12 heures. L'objectif, 1,5 tonne. S'il ne l'atteint pas, sa ration est réduite.
S'il ne l'atteint pas 3 fois de suite, il est battu. S'il ne l'atteint pas 5 fois de suite, il est envoyé dans un camp disciplinaire d'où peu revenaient. Le travail à la mine était mortellement dangereux. Les éboulements se produisaient chaque semaine. Le boisage, les étais en bois qui soutenaient la voûte de la galerie, était souvent pourri ou insuffisant. Les Allemands économisaient sur le soutènement. Les Italiens travaillaient sous un plafond qui pouvait s'effondrer à tout moment. Lorsque le boisage craquait, les mineurs expérimentés criaient « éboulement » et couraient. Mais dans une galerie étroite, il n'y avait nulle part où courir. Si la voûte s'effondrait, l'Italien se retrouvait enseveli sous des tonnes de charbon et de roches. Il n'y avait pas d'opération de sauvetage. Les Allemands muraient simplement la section effondrée et ordonnaient de creuser une nouvelle galerie. Les corps n'étaient pas extraits, ils restaient sous terre pour toujours. Un autre danger était le gaz. Le grisou s'accumulait dans les galeries mal ventilées. Une étincelle, et c'était l'explosion. Les Italiens travaillaient avec des flammes nues, des lampes à pétrole sur leurs casques. Les coups de grisou se produisaient tous les mois. Une explosion dans une galerie étroite tuait tous ceux qui se trouvaient à proximité. Une vague de feu, une onde de choc, l'effondrement du boisage. Les Italiens travaillant dans les galeries voisines entendaient un bruit sourd, puis des cris, puis le silence. Ils savaient, quelqu'un était mort. Le troisième danger était l'eau. Les eaux souterraines s'infiltraient dans les mines profondes. Les Allemands pompaient l'eau, mais les pompes tombaient souvent en panne. Lorsque la pompe s'arrêtait, la galerie était inondée en 1 heure. Les Italiens voyaient l'eau monter, d'abord jusqu'aux chevilles, puis aux genoux, puis à la taille. Ils couraient vers le puits de la mine, vers la cage, pour remonter à la surface. Mais la cage montait lentement, 20 personnes à la fois. La descente et la montée prenaient 5 minutes. S'il y avait 100 Italiens dans la galerie et que l'eau montait vite, les derniers n'avaient pas le temps. Ils se noyaient sous terre. Leur corps était retrouvé des semaines plus tard lorsque l'eau était pompée. Le quatrième danger était la silicose, une maladie pulmonaire causée par l'inhalation de poussière de charbon. La poussière dans les mines était incroyablement dense. Chaque coup de pioche soulevait un nuage de poussière noire. Elle flottait dans l'air, se déposait sur le visage, pénétrait dans le nez, la bouche, les poumons. Les Italiens respiraient cette poussière 12 heures par jour. Au bout d'1 mois, ils commençaient à tousser. 3 mois plus tard, la toux devenait constante. 6 mois plus tard, les crachats étaient noirs de poussière de charbon. 1 an plus tard, les poumons ne fonctionnaient plus normalement. La silicose est incurable, le malade suffoque lentement, la mort survient 1 ou 2 ans après le début de la maladie. Il n'y avait pas de traitement. Les Italiens atteints de silicose continuaient à travailler tant qu'ils pouvaient tenir debout. Quand ils ne le pouvaient plus, on les laissait mourir dans leur baraque. La ration des mineurs était légèrement supérieure à celle des autres IMI. 1500 calories par jour au lieu de 1200. Mais c'était encore insuffisant. Un mineur travaillant 12 heures dépense environ 4000 calories. Un déficit de 2500 calories par jour signifiait que les Italiens consumaient leur propre corps. La graisse disparaissait le premier mois, puis le corps commençait à brûler les muscles. 3 mois plus tard, le mineur se transformait en squelette. 6 mois plus tard, il mourait d'épuisement. La seule façon de survivre était de voler de la nourriture. Les Italiens volaient où ils le pouvaient. Dans les cuisines des usines, les entrepôts, les maisons allemandes où on les envoyait parfois travailler. Un voleur pris sur le fait était battu, publiquement, sur la place d'appel, devant tout le monde. Le contremaître allemand frappait avec une matraque sur le dos, les jambes, la tête. 20, 30, 40 coups. Certains mouraient sous les coups. Mais les Italiens continuaient à voler, car la faim était plus forte que la peur. L'hiver 1943-1944 fut particulièrement rude pour les mineurs. Le travail à la mine, dans la chaleur étouffante. La remontée à la surface, dans un froid de -20 degrés. Le contraste de température tuait. Les Italiens prenaient froid, attrapaient une pneumonie. Sans traitement, la pneumonie tuait en 1 semaine. Chaque matin, on trouvait des morts dans les baraques. 3, 4, 5 par nuit. On les sortait, on les empilait près de la porte du camp. 1 fois par semaine, un camion venait chercher les cadavres et les emmenait au cimetière. Ils étaient enterrés dans des fosses communes, sans cercueil, sans croix. Juste un trou où l'on jetait les corps. Au printemps 1944, sur les 50 000 Italiens travaillant dans les mines de la Ruhr, environ 3500 étaient morts. 7% en 6 mois. La direction allemande était mécontente. Une mortalité trop élevée réduisait la productivité. Albert Speer ordonna d'améliorer les conditions. La ration fut augmentée à 1800 calories. C'était encore peu, mais mieux qu'avant. La mortalité baissa légèrement. Mais les Italiens continuaient à mourir, chaque jour,
de faim, de maladie, d'accidents, de coups. Ceux qui ont survécu se souviennent des mines de la Ruhr comme d'un enfer. Après la guerre, de nombreux mineurs italiens ne purent plus jamais descendre sous terre. Ils souffraient de claustrophobie, de crises de panique, de cauchemars. L'un des survivants, Mario Rigoli, se souvenait « Je ne peux toujours pas entrer dans un ascenseur. Quand les portes se ferment, je vois la cage tomber dans le puits. Je vois l'obscurité. J'entends le grincement du charbon. Je sens l'odeur de la poussière. 60 ans ont passé depuis la guerre et je suis toujours là, sous terre, dans cet enfer. » Novembre 1943. Essen, usine Krupp. Les halles gigantesques s'étendaient sur des kilomètres. La fumée des cheminées obscurcissait le ciel. Le fracas des presses, le crissement des machines, le cliquetis du métal, une cacophonie d'enfer industriel. C'est ici qu'étaient produits les chars, les pièces d'artillerie, le blindage pour les sous-marins. L'usine tournait 24 heures sur 24. 3 postes de 8 heures. Mais pour les internés militaires italiens, les postes étaient de 12 heures, car les Allemands estimaient qu'un esclave n'avait pas droit à une journée de travail de 8 heures. Le caporal Luigi Ferrante, de la division alpine Giulia, arriva à l'usine Krupp en novembre 1943. Il venait du camp de transit de Nuremberg avec 200 autres Italiens. Quand ils arrivèrent à Essen, on les aligna devant les immenses portes de l'usine. Un ingénieur allemand en blouse blanche et casque passa la rangée en revue, inspectant les Italiens comme du bétail à la foire. Il s'arrêtait devant chacun, regardait ses mains, ses dents, posait des questions par l'intermédiaire d'un traducteur. « Quelle est ta profession ? Sais-tu travailler sur une machine ? Sais-tu souder ?» Ferrante répondit honnêtement « J'étais étudiant. J'étudiais la littérature à l'université de Turin, puis j'ai été mobilisé. Je ne sais pas travailler dans une usine. » L'ingénieur allemand renifla avec mépris. Étudiant, inutile, au déchargement. Ferrante fut affecté au groupe des manœuvres, ceux qui n'avaient aucune qualification et étaient utilisés pour les travaux les plus durs, les plus sales et les plus dangereux. Lui et 50 autres Italiens furent conduits à la fonderie. La fonderie de l'usine Krupp était l'endroit où l'on fondait l'acier. Des fours gigantesques, hauts comme un immeuble de 3 étages. Température à l'intérieur du four, 1600 degrés Celsius. L'acier fondé dans d'énormes poches, puis était coulé dans des moules, les futures pièces de chars, de canons, de plaques de blindage. Le travail des Italiens consistait à apporter les moules, à enlever les scories, à transporter les pièces moulées finies sur des chariots jusqu'à l'atelier suivant. Tout cela dans une chaleur insupportable. La température dans l'atelier se maintenait autour de 50 degrés. Les Italiens travaillaient sans vêtements de protection, seulement leur vieil uniforme militaire qui se transformait en haillons en une semaine. Ferrante se souvint toute sa vie de son premier jour à l'usine. On le plaça près d'un convoyeur où se déplaçaient des lingots d'acier pesant chacun 50 kilos. Sa tâche était simple. Quand un lingot passait, le soulever, le poser sur un chariot, pousser le chariot jusqu'au poste suivant, le décharger, revenir. Répéter cela pendant 12 heures. L'objectif ? 200 lingots par poste. S'il ne l'atteignait pas, sa ration était réduite. Ferrante souleva le premier lingot avec difficulté. 50 kilos de métal chauffé à blanc. Ses mains furent brûlées à travers les chiffons avec lesquels il tenait le lingot. Il poussa le chariot, déchargea, revint. Deuxième lingot. Troisième. Au 10e, ses mains étaient couvertes d'ampoules. Au 20e, les ampoules avaient éclaté. Au 50e, ses mains saignaient et la douleur était telle que Ferrante pouvait à peine serrer le poing. Mais il continua. Car le contremaître allemand se promenait le long du convoyeur avec une matraque en caoutchouc et frappait ceux qui s'arrêtaient. « Schneller, plus vite !» port d'Italien. À la fin du poste, Ferrante avait atteint 180 lingots sur les 200 prévus. Objectif non atteint. Le soir, à la distribution de la ration, on lui donna 700 grammes de pain au lieu de 800. Ferrante mangea le pain en 1 minute, but de l'eau du robinet, sale, rouillée, mais c'était la seule eau disponible pour les Italiens. Puis il s'effondra sur sa couchette et perdit connaissance. Il dormit 4 heures. À 1 heure du matin, on le réveilla pour le poste suivant. 12 heures de travail, 4 heures de sommeil. Tel était le régime des Italiens à l'usine Krupp. Une semaine plus tard, les mains de Ferrante n'étaient plus qu'un amas de plaies, de callosités et de cicatrices. Il ne sentait plus la douleur. Les terminaisons nerveuses de ses paumes étaient mortes. Il travaillait comme un automate. Soulever, transporter, décharger, revenir. Soulever, transporter, décharger, revenir.
200 fois par poste, chaque jour, 100 jours de repos. Environ 15 000 internés militaires italiens travaillaient à l'usine Krupp. Ils étaient répartis dans tous les ateliers, fonderie, laminoir, usinage, assemblage. Partout, les Italiens effectuaient les travaux les plus durs. Les ouvriers qualifiés allemands commandaient les machines, les ingénieurs allemands concevaient, les maîtres d'atelier contrôlaient la qualité. Les Italiens transportaient, chargeaient, nettoyaient, balayaient. Ils étaient du matériel consommable. Les accidents à l'usine étaient quotidiens. Quelqu'un laissait tomber un lingot sur son pied, fracture, amputation. Quelqu'un passait sous une presse, mort instantanée. Quelqu'un se brûlait avec du métal en fusion, choc, mort par brûlure quelques jours plus tard. Quelqu'un tombait d'une hauteur, fracture de la colonne vertébrale, paralysie. Il n'y avait pas de soins médicaux. L'infirmerie de l'usine était réservée aux ouvriers allemands. Les Italiens n'y avaient pas accès. Un Italien blessé était allongé sur une couchette dans sa baraque. Si la blessure n'était pas mortelle, il guérissait seul. Si elle était mortelle, il mourait. Les cadavres étaient sortis chaque matin. En moyenne, 10 à 15 Italiens mouraient chaque semaine à l'usine Krupp. Sur 15 000, cela représentait un taux de mortalité d'environ 4% par an. Mais personne ne comptait. Pendant l'hiver 1943-1944, l'aviation alliée commença à bombarder intensivement Essen. Les usines Krupp étaient une cible prioritaire. Les bombardiers Lancaster de la Royal Air Force arrivaient la nuit. Ils bombardaient avec précision, de haute altitude, de lourdes bombes explosives de 2000 kg perçaient les toits des ateliers et explosaient à l'intérieur. Des bombes incendiaires mettaient le feu à tout ce qui se trouvait autour. L'usine brûlait. Lors des alertes aériennes, les ouvriers allemands couraient se réfugier dans les abris. Des bunkers souterrains de 20 mètres de profondeur, aux murs en béton armé, équipés de ventilation, d'eau, de réserves de nourriture. Là, ils survivaient aux raids en relative sécurité. L'accès aux abris était interdit aux Italiens. Quand les sirènes hurlaient, le contremaître allemand criait aux Italiens « Restez à vos postes, continuez à travailler. Quiconque quitte l'atelier sera fusillé ». Les Italiens restaient près de leurs machines, écoutaient le bourdonnement croissant des moteurs, voyaient les éclairs des canons anti-aériens dans le ciel, entendaient le sifflement des bombes qui tombaient. Puis, l'explosion. Les murs de l'atelier tremblaient, le toit s'effondrait, des éclats, des débris, du feu. Les Italiens mouraient par dizaines. Après le raid, les ouvriers allemands sortaient des abris et évaluaient les dégâts. L'atelier était détruit, les machines endommagées. On envoyait les Italiens déblayer les décombres. À la main, sans machine, déterrer les cadavres de leurs camarades, sortir les corps, les empiler près de la porte de l'usine. Un camion venait le soir et emportait les cadavres. Où, personne ne le savait. L'un des raids les plus terribles eut lieu en mars 1944. La Royal Air Force largua plus de 1000 tonnes de bombes sur l'usine Krupp. La moitié de l'usine fut détruite. Parmi les morts, plus de 300 internés italiens. Ils furent brûlés vifs dans la fonderie lorsqu'une bombe incendiaire y tomba. Les corps étaient calcinés au point d'être méconnaissables. Ils furent enterrés dans une fosse commune, sans nom. Ferrante survécut. Il se trouvait dans un autre atelier au moment du raid, mais il vit la fonderie en flammes. Il entendit les cris de ses camarades qui y brûlaient. Il ne pouvait rien faire. Il est resté là, à regarder. Après la guerre, il ne put jamais oublier ces cris. Ils le hantèrent dans ses cauchemars pendant 50 ans. Au printemps 1944, la production de l'usine Krupp commença à chuter. Trop de destruction due au bombardement, trop peu de main-d'œuvre. Albert Speer ordonna d'accélérer la reconstruction. On força les Italiens à travailler 14 heures par jour, 2 heures de sommeil, 14 heures de travail, 2 heures de sommeil, 14 heures de travail. Les hommes tombaient d'épuisement directement près des machines. On les traînait sur le côté et on les remplaçait par d'autres. Ceux qui ne pouvaient plus travailler étaient envoyés dans ce qu'on appelait les infirmeries de la mort, des baraques où l'on rassemblait les épuisés et les malades. On ne les y soignait pas, on attendait simplement qu'ils meurent. La plupart mouraient en une semaine. À l'été 1944, sur les 15 000 Italiens qui travaillaient à l'usine Krupp depuis novembre 1943, environ 2000 étaient morts. C'était 13% en 8 mois. De bombardements, d'accidents, d'épuisements, de maladies, de coups. La direction de l'usine était mécontente, un roulement de personnel trop élevé. Ils demandèrent de nouveaux Italiens des camps de transit. On leur en envoya 3000 de plus. Le tapis roulant de la mort continuait de fonctionner. Ferrante tint le coup à l'usine Krupp jusqu'en janvier 1945.
Il fut ensuite transféré dans une autre usine, l'usine d'aviation Messerschmitt à Augsbourg. Les conditions y étaient encore pires. Mais c'est une autre histoire. 20 septembre 1944, Berlin, chancellerie du Führer. Adolf Hitler signa le décret numéro 387 sur le transfert des internés militaires italiens au statut de travailleurs civils. La formulation était vague. Afin de simplifier la gestion administrative et d'augmenter l'efficacité de l'utilisation de la main-d'œuvre, en pratique cela signifiait une chose. Les Italiens n'étaient plus sous la protection de la Wehrmacht. Ils étaient désormais sous le contrôle de la Gestapo et de la SS. Et cela signifiait les camps de concentration. À l'automne 1944, environ 100 000 anciens internés italiens furent transférés sous la juridiction de l'Office central SS pour l'économie et l'administration, l'entité qui contrôlait les camps de concentration. Ils furent répartis dans les camps du système SS, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Flossenburg, Mittelbau-Dora, Natzweiler-Struthof, Sachsenhausen. Dans ces camps, les Italiens furent utilisés pour les travaux les plus mortels, carrières, usines souterraines, construction de tunnels, essais d'armement. Prenons Mauthausen, l'un des camps de concentration les plus terribles sur le territoire autrichien. Mauthausen était un camp de catégorie 3, la catégorie des ennemis politiques incorrigibles du Reich destinés à être exterminés par le travail. Le taux de mortalité à Mauthausen était de 50% par an. Cela signifiait qu'un prisonnier sur deux mourait en un an. On commença à envoyer des Italiens à Mauthausen à partir d'octobre 1944. Le sergent Mario Rigoli, de la division d'infanterie Sforzesca, arriva à Mauthausen en novembre 1944. Il venait d'un camp de travail de la Ruhr où il avait travaillé 1 an dans une mine de charbon. La raison de son transfert était simple. Rigoli avait participé à un acte de sabotage. Lui et quelques camarades avaient délibérément endommagé du matériel dans la mine, cassé des wagonnets, coupé des câbles, mis du sable dans les mécanismes. Le sabotage fut découvert. La Gestapo arrêta 10 Italiens. 5 furent fusillés sur le champ. Les 5 autres, dont Rigoli, furent envoyés à Mauthausen. C'était une condamnation à mort. Le train transportant les Italiens arriva à la gare de Mauthausen le soir. Des SS avec des bergers allemands alignèrent les Italiens sur le quai. Un Unterscharführer SS hurla « Vous êtes au camp de concentration de Mauthausen. Ici, vous travaillerez jusqu'à la mort. Les faibles mourront vite, les forts mourront lentement. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Les Italiens furent conduits à pied en haut d'une colline. 3 kilomètres de montée jusqu'au camp situé au sommet. Ceux qui traînaient étaient battus à coups de matraque et les chiens étaient lâchés sur eux. Un Italien fut dévoré par les chiens sur la route. Les SS riaient. Quand les Italiens arrivèrent au camp, on les fit passer sous une porte surmontée de l'inscription « Arbeit macht frei », le travail rend libre. Un mensonge. Ici, le travail tuait. Les Italiens furent déshabillés, rasés, aspergés d'eau froide au jet, on leur donna un uniforme rayé de prisonniers et des sabots en bois en guise de chaussures. Un triangle fut cousu sur la poitrine de chacun, un triangle rouge pour les prisonniers politiques. On attribua des numéros aux Italiens. Rigoli reçut le numéro 87 512. Il n'avait plus de nom, seulement un numéro. Rigoli fut affecté à la carrière. La carrière de Mauthausen, le Wiener Graben, était l'endroit où l'on extrayait le granit pour les projets de construction du Reich. Une immense fosse de 100 mètres de profondeur. Les prisonniers travaillaient au fond de la carrière. Ils piochaient le granit, détachaient des blocs, les chargeaient sur des brouettes, les transportaient jusqu'à un monte-charge. L'objectif, 20 blocs de 50 kg chacun par poste. Le poste durait 14 heures. Mais le plus terrible à la carrière n'était pas le travail lui-même. Le plus terrible était la remontée. De la carrière, un escalier montait, 186 marches, taillé dans la roche. Les prisonniers l'appelaient l'escalier de la mort. Après le poste, à la fin du travail, les prisonniers devaient monter cet escalier, mais pas les mains vides. Chacun devait porter sur son dos un bloc de granit de 50 kg. 186 marches, avec 50 kg sur le dos. Après 14 heures de travail, en sabots de bois sur pieds nus, sur des marches verglacées. Rigoli se souvint toute sa vie de sa première montée. Un SS posa un bloc de granit sur son dos et le poussa vers l'escalier. Rigoli commença à monter. Les 20 premières marches furent relativement faciles. Les 20 suivantes, avec difficulté. À la 50e marche, ses jambes flageolaient. À la 100e, il avançait à peine. Le bloc pesait sur son dos, ses épaules, son cou. Il était impossible de respirer. Son cœur battait la chamade. Des cercles dansaient devant ses yeux. Rigoli vit un Italien devant lui trébucher, laisser tomber son bloc, et le bloc dévala les marches, fauchant ceux qui suivaient. Le SS en haut de l'escalier cria « Sabotage !» Il tira.
L'Italien qui avait fait tomber le bloc s'effondra, mort. Son corps roula sur les marches comme un sac. Rigoli continua à monter. Car s'arrêter, c'était mourir. Quand il arriva en haut, ses jambes ne le portaient plus. Il s'effondra sur le sol. Un SS lui donna un coup de botte. Debout, porc d'Italien, en marche vers la baraque. Rigoli se leva et marcha. Il ne sentait plus ses jambes. Il ne sentait plus son dos. Il était sur le point de perdre connaissance. Mais il marchait. Car s'il tombait là, on l'abattrait. Dans la baraque de Mauthausen, il y avait des bas-flancs à 3 niveaux, 6 personnes par niveau. Des planches sans matelas, une seule couverture fine pour 6. La température dans la baraque en hiver était de -5 degrés. Pas de chauffage. Les prisonniers dormaient serrés les uns contre les autres pour ne pas geler. Beaucoup ne se réveillaient pas. Ils mouraient dans leur sommeil d'hypothermie. La ration à Mauthausen était minimale. 300 grammes de pain, 1 litre de soupe claire de rutabaga et de choux pourris. Cela représentait environ 800 calories par jour. Avec 14 heures de travail exténuant à la carrière, un prisonnier avait besoin d'au moins 4000 calories. Le déficit de 3200 calories signifiait que le corps se consumait lui-même. Les prisonniers perdaient 10 kilos par mois. 3 mois plus tard, ils se transformaient en squelettes recouverts de peau. On les appelait les musulmans. Le jargon du camp pour ceux qui avaient atteint le dernier stade de l'épuisement et allaient bientôt mourir. Rigoli tint 2 mois à la carrière. Pendant ce temps, il passa de 80 à 55 kilos. Son visage s'était creusé, ses côtes saillaient, ses bras étaient devenus des bâtons, ses jambes le portaient à peine. Il savait qu'un mois de plus et il deviendrait un musulman. Et les musulmans étaient envoyés à la chambre à gaz. Il y avait une chambre à gaz à Mauthausen, déguisée en douche. On y envoyait ceux qui ne pouvaient plus travailler. On faisait entrer les prisonniers, on leur disait « c'est l'heure fermer la douche », on libérait le gaz Zyklon-B. 20 minutes plus tard, tout le monde était mort. Les corps étaient brûlés dans le crématorium. Mais Rigoli eut de la chance. En janvier 1945, il fut transféré de la carrière à une usine souterraine. Mauthausen possédait un réseau de tunnels souterrains où étaient produits des moteurs d'avion pour les Messerschmitt. Ces tunnels se trouvaient dans la roche, et l'aviation alliée ne pouvait pas les bombarder. Le travail dans les tunnels était un peu moins dur qu'à la carrière. Pas besoin de porter des pierres, pas besoin de monter l'escalier de la mort. Mais les conditions étaient horribles. Les tunnels étaient humides, froids, sans ventilation. Les prisonniers respiraient les vapeurs chimiques de la production des moteurs. Beaucoup attrapaient la tuberculose. Pas de traitement. Les malades mouraient. Rigoli travailla dans les tunnels jusqu'en avril 1945. À ce moment-là, les Alliés étaient déjà entrés en Allemagne par l'ouest, l'armée rouge avançait par l'est. La guerre touchait à sa fin. Les SS commencèrent à évacuer les camps. Les prisonniers étaient conduits vers l'ouest en colonne à pied, les marches de la mort. Celui qui ne pouvait pas marcher était abattu sur place. Rigoli marcha. Il ne savait pas où. Il marchait, c'est tout. Car l'alternative était la mort. Le 5 mai 1945, la colonne de prisonniers de Mauthausen fut libérée par les troupes américaines. Rigoli était en vie. Il pesait 42 kilos. Il ne pouvait pas marcher sans aide. Un médecin américain l'examina et lui dit « Une semaine de plus et tu étais mort ». Rigoli hocha la tête. Il le savait. Il avait survécu de justesse. Sur les 10 000 Italiens passés par Mauthausen, moins de 5 000 survécurent. Taux de mortalité, 50%. C'était le taux le plus élevé de tous les groupes d'internés italiens. Les camps de concentration de la SS tuaient plus vite et plus efficacement que n'importe quel camp de travail. Janvier 1945, Thuringe, Allemagne. Dans le massif du Harz, sous terre, à plusieurs centaines de mètres de profondeur, se trouvait l'un des sites les plus secrets du Troisième Reich, l'usine souterraine de Mittelbau-Dora. C'est ici qu'étaient produites les fusées V2, l'arme de représailles avec laquelle Hitler espérait inverser le cours de la guerre. Les fusées étaient lancées sur Londres et Anvers, tuant des milliers de civils. Mais peu de gens savaient que chaque fusée V2 était construite par des esclaves. Les prisonniers du camp de concentration de Dora, parmi lesquels se trouvaient des milliers d'internés militaires italiens. Le caporal Antonio Greco de la division Torino arriva à Dora en décembre 1944. Il venait d'un camp de travail en Saxe où il avait travaillé dans une usine chimique. La raison de son transfert était simple, Greco était ingénieur de formation, diplômé de l'école polytechnique de Milan en 1938 et avait travaillé à l'usine Fiat avant d'être mobilisé.
Les Allemands cherchaient des ouvriers qualifiés pour la production de fusées. Greco semblait convenir. Quand le train arriva à la gare de Nordhausen, on déchargea les Italiens et on les fit marcher 10 km en montagne. Ils traversèrent une forêt, puis arrivèrent devant un immense tunnel creusé dans la roche. C'était l'entrée de l'usine souterraine. Un SS ordonna « En avant ». Les Italiens entrèrent dans le tunnel. L'obscurité. Seules de faibles lampes le long des murs. Le froid, l'humidité. Une odeur d'huile de machine, de produits chimiques, de mort. Ils marchèrent quelques minutes dans le tunnel, puis débouchèrent dans une salle immense, 20 mètres de haut, 50 de large, plusieurs kilomètres de long. C'était le hall de production principal de l'usine Mittelbau. Ici, sur des chaînes de montage, étaient assemblées les fusées V2. Greco s'arrêta, stupéfait par l'ampleur. Des dizaines de fusées à différents stades d'assemblage. Des centaines de prisonniers en tenue rayée s'affairant autour. Des ingénieurs allemands en blouse blanche, des SS avec des fusils mitrailleurs. Greco fut affecté à une brigade d'ingénierie. Sa tâche était de vérifier les systèmes électriques des fusées, les systèmes de guidage, de lancement, de détonation. Le travail était complexe, exigeait de la concentration. Une erreur pouvait provoquer l'explosion de la fusée directement dans l'usine. De tels cas se produisaient, la fusée explosait, tuant tout le monde dans un rayon de 50 mètres. Les ingénieurs allemands se cachaient derrière des murs en béton, les prisonniers mouraient. Mais travailler comme ingénieur était un privilège par rapport à ce que faisaient les autres Italiens. La plupart des Italiens à Dora étaient utilisés pour la construction de tunnels. L'usine était en constante expansion. Les Allemands creusaient de nouveaux tunnels pour augmenter la production. Les prisonniers piochaient la roche, évacuaient les déblais dans des brouettes, installaient le boisage. Le travail était mortellement dangereux. Les éboulements se produisaient tous les jours. Quand un tunnel s'effondrait, on ne sauvait pas les prisonniers. On les murait simplement et on creusait un nouveau tunnel. Un autre danger était la poussière. La poussière de roche, soulevée lors du creusement, encrassait les poumons. Les prisonniers toussaient du sang au bout d'1 mois de travail. 3 mois plus tard, ils développaient la silicose. Pas de traitement. Les malades étaient envoyés au Révir, l'infirmerie du camp. Mais le Révir de Dora n'était pas un lieu de soins, mais un lieu de mort. On ne soignait pas les malades. On les empilait sur des couchettes et on attendait qu'ils meurent. Les cadavres étaient sortis chaque matin, brûlés dans le crématorium. Les conditions de vie à Dora étaient pires qu'à Mauthausen. Les prisonniers vivaient dans les tunnels même, il n'y avait pas de baraque à la surface. Ils dormaient sur des bas-flancs en bois installés directement dans les tunnels. Une humidité constante, une température de 5 degrés en hiver. Presque pas de ventilation, l'air était vicié, imprégné de vapeurs chimiques. Beaucoup suffoquaient dans leur sommeil. La ration à Dora était la même qu'à Mauthausen. 300 grammes de pain, 1 litre de soupe. 800 calories par jour. C'était insuffisant. Les prisonniers mouraient d'épuisement en masse. Le taux de mortalité à Dora était d'environ 30% par an. Sur 10 prisonniers, 3 mouraient en 1 an. Greco tint 3 mois à Dora. Ses compétences d'ingénieur lui sauvèrent la vie. Les Allemands appréciaient les ouvriers qualifiés et leur donnaient un peu plus de nourriture. Mais même avec cette ration supplémentaire, Greco maigrissait. En mars 1945, il avait perdu 20 kilos. Son visage était creusé, ses mains tremblaient, il tenait à peine debout. Et autour de lui, ses camarades mouraient. Chaque jour, Greco voyait des Italiens morts sur les couchettes. Chaque jour, il entendait les SS crier « Numéro 1 tel est mort, sortez-le ». Le corps était sorti, jeté dans un chariot, conduit au crématorium. La fumée de la cheminée du crématorium s'élevait jour et nuit. L'odeur de chair brûlée imprégnait les tunnels. Greco comprenait qu'il ne tiendrait pas longtemps. Il voyait d'autres Italiens se transformer en musulmans, des mourants qui avaient perdu toute volonté de vivre. Il cessait de manger, de travailler, de bouger. Il restait assis et regardait dans le vide. 1 semaine plus tard, il mourait. Greco avait peur de devenir comme eux. Il se battait. Il se forçait à manger, même quand son estomac refusait la nourriture. Il se forçait à travailler, même quand ses mains n'obéissaient plus. Il s'accrochait à une pensée. La guerre va bientôt finir, les Alliés sont proches. Encore un peu, encore un tout petit peu. Le 11 avril 1945, la 3e armée américaine du général Patton libéra le camp de concentration de Dora. Les SS s'étaient enfuis la veille de l'arrivée des Américains. Greco était en vie. Il pesait 50 kilos pour 1,78 m. Un médecin américain l'examina et l'envoya à l'hôpital de campagne.
Greco y passa 2 mois à se rétablir. En juillet 1945, il rentra en Italie. Sur les 5000 Italiens passés par Dora, environ 3500 survécurent. Taux de mortalité, 30%. 1 sur 3 est mort. D'épuisement, de maladies, d'accidents, de coups, leurs corps sont restés dans des fosses communes près du camp. Après la guerre, un mémorial fut érigé à cet endroit. Les noms des morts y sont inscrits. Parmi eux, les noms de 1500 Italiens. Octobre 1943, Bavière, village d'Oberammergau. Lorsque les internés militaires italiens furent répartis en commandos de travail, certains eurent l'impression d'avoir de la chance. On ne les envoyait pas dans les mines, ni dans les usines, ni dans les camps de concentration. On les envoyait travailler dans des fermes allemandes. L'agriculture, l'air frais, le travail de la terre. Cela semblait être le salut, comparé aux souterrains de la Ruhr ou aux chambres à gaz de Mauthausen. Mais la réalité s'avéra plus complexe. Le soldat Paolo Venturini, de la division Pasubio, arriva dans une ferme en Bavière en octobre 1943. Lui et 20 autres Italiens furent amenés dans le petit village d'Oberammergau, niché au pied des Alpes. Le paysage était pittoresque. Des prairies verdoyantes, des vaches, des maisons en bois aux balcons sculptés, une église au clocher à bulbe. Venturini pensa « Peut-être que ce sera mieux ici ». Il se trompait. Les Italiens furent répartis dans les fermes. Venturini atterrit chez un fermier bavarois nommé Hans Schmidt, un homme d'une 50aine d'années, brutal, silencieux, au visage taillé dans la pierre. Schmidt avait perdu 2 fils sur le front de l'Est. Il haïssait la guerre. Il haïssait Hitler. Mais par-dessus tout, il haïssait les Italiens. Car les Italiens, selon lui, avaient trahi l'Allemagne le 8 septembre. À cause de cette trahison, le front de l'Est s'était effondré. À cause de cela, ses fils étaient morts. Schmidt regardait Venturini avec une telle haine que celui-ci sentit un frisson lui parcourir le dos. « Tu dormiras dans la grange, dit Schmidt. Levé à 4 heures du matin. Travaille jusqu'à la nuit. Tu feras ce que je te dis. Si tu es paresseux, j'appellerai la Gestapo, et ils t'emmèneront. Compris ?» Venturini hocha la tête. Que pouvait-il faire d'autre ? La grange était froide, humide, avec un sol en terre battue. On y rangeait les outils agricoles, les sacs de grains, le foin. On donna à Venturini un coin où il pouvait dormir. Pas de lit. Juste un tas de foin. Une vieille couverture trouée. La nuit, la température descendait à 0. Octobre en Bavière est froid. Venturini dormait habillé, couvert de foin. Il tremblait toute la nuit. Le matin, Schmidt le réveillait à 4 heures. Le travail commençait immédiatement. Traire les vaches, 30 vaches, à la main. Nourrir les cochons, nettoyer les écuries. Transporter le fumier dans les champs, labourer les champs, semer le blé d'hiver, couper du bois, réparer les clôtures. Le travail était infini. Schmidt ne donnait aucune pause. « Tu es un esclave », disait-il. Les esclaves ne se reposent pas. La nourriture était maigre. Le matin, un morceau de pain et une tasse de lait. Le déjeuner, une soupe de pommes de terre. Le dîner, du pain et du lard. C'était plus que dans les camps, mais toujours insuffisant pour un travail physique intense de 14 heures par jour. Venturini maigrissait. En un mois, il perdit 10 kilos. Mais le pire n'était pas ça. Le pire était le traitement. Schmidt ne parlait pas à Venturini. Il donnait des ordres et c'est tout. Frau Schmidt, la femme du fermier, regardait Venturini avec mépris. Les enfants de Schmidt, 2 adolescentes, avaient peur de lui. La propagande allemande dépeignait les Italiens comme des lâches et des traîtres. Les enfants y croyaient. Quand Venturini passait, ils se détournaient. Venturini se sentait invisible. Il travaillait aux côtés de gens, mais il ne voyait pas en lui un être humain. Il était un outil, une bête de somme. Pire qu'une vache, car Schmidt nourrissait mieux ses vaches. L'hiver 1943-1944 fut particulièrement dur. La neige en Bavière dura de novembre à mars. La température chutait à moins 20 degrés. Venturini travaillait dehors, en uniforme d'été. On ne lui donna pas de manteau. Ses bottes tombèrent en morceaux. Les semelles se détachèrent. Il s'enveloppa les pieds de chiffon, mais cela n'aidait pas. Ses orteils gelèrent. Ils devinrent noirs, douloureux, purulents. Venturini demanda à Schmidt d'appeler un médecin. Schmidt refusa. « Un médecin coûte de l'argent. Tu ne vaux pas d'argent. » Venturini soigna ses gelures lui-même. Il appliquait de la neige pour calmer la douleur, bandé avec des chiffons. 1 mois plus tard, 2 orteils tombèrent. Simplement tombèrent. Venturini les regarda et pleura.
Mais malgré tout cela, Venturini survécut, car le travail à la ferme, aussi dur soit-il, n'était pas la mine ou le camp de concentration. Ici, on ne le battait pas à la matraque. Il n'y avait pas de chambre à gaz. On pouvait voler de la nourriture, une pomme d'un arbre, une pomme de terre d'un champ, un œuf du poulailler. Venturini volait, discrètement, petit à petit. Schmidt le soupçonnait, mais ne pouvait pas le prouver. Un jour, il attrapa Venturini avec une pomme. Il le battit, à coups de poing, à coups de pied. Venturini resta 2 jours dans la grange, incapable de se lever. Mais il survécut. Au printemps 1944, le travail devint encore plus intense. Labourage, semis, tonte des moutons, réparation du toit de la grange. Venturini travaillait comme un forçat. Il ne se plaignait pas, car il savait que s'il se plaignait, on le renverrait au camp. Et le camp, c'était la mort. À l'été 1944, la situation commença à changer. Les Alliés avaient débarqué en Normandie. Les Allemands reculaient sur tous les fronts. La guerre touchait manifestement à sa fin. Schmidt devint nerveux, irritable. Il savait que l'Allemagne perdait. Il craignait les représailles. Un soir, il dit à Venturini : « Quand les Américains arriveront, tu leur diras que je t'ai bien traité. Compris ?» Venturini le regarda. Cet homme qu'il avait maltraité pendant 1 an, l'avait battu, l'avait affamé. Et Venturini hocha la tête. « Je le dirai, mentit-il. » Avril 1945. Les troupes américaines entrèrent en Bavière. Des chars Sherman traversèrent Oberammergau. Venturini sortit de la grange, leva les mains et cria en italien : « Je suis italien, je suis prisonnier, je suis libre !» Un officier américain hocha la tête. « Tu es libre, mon ami. » Venturini tomba à genoux et pleura. Il était libre. 1 an et demi d'esclavage était terminé. Mais l'histoire ne se termina pas de la même manière pour tous les Italiens dans les fermes. Sur les 14,5% d'internés italiens envoyés aux travaux agricoles, environ 2% moururent. C'était moins que dans les mines ou les camps de concentration, mais cela représentait tout de même des milliers de vies. Ils mouraient de faim, de froid, de maladie, d'accidents. Ils étaient enterrés dans des tombes de village, sans nom, sans croix. Après la guerre, de nombreux corps n'ont jamais été retrouvés. Décembre 1943, Genève, Suisse. Quartier général du Comité international de la Croix-Rouge. Dans le bâtiment de la rue de Lausanne, le travail battait son plein. Des centaines d'employés traitaient les informations sur les prisonniers de guerre, envoyaient des colis dans les camps, négociaient avec les belligérants. La Croix-Rouge était la seule organisation ayant accès aux camps de prisonniers de guerre en Allemagne. Grâce à la Convention de Genève, les Allemands étaient tenus de laisser les représentants de la Croix-Rouge entrer dans les camps pour vérifier les conditions de détention. La Croix-Rouge envoyait des colis de nourriture, de vêtements, de médicaments aux prisonniers britanniques, américains, français. Ces colis sauvaient des vies, mais les internés militaires italiens ne recevaient rien, car l'Allemagne refusait à la Croix-Rouge l'accès à eux. L'explication officielle était simple. Les Italiens ne sont pas des prisonniers de guerre, ce sont des civils internés. La Convention de Genève ne s'applique pas à eux. La Croix-Rouge n'a pas accès à eux. C'était une ruse cynique. Tout le monde savait que les Italiens étaient des militaires capturés, mais l'acrobatie juridique des Allemands fonctionnait, et la Croix-Rouge ne pouvait rien faire. En décembre 1943, le président du Comité international de la Croix-Rouge, Karl Jacob Burckhardt, reçut une lettre du représentant du gouvernement italien de Badoglio qui se trouvait dans le sud de l'Italie sous contrôle allié. La lettre était désespérée. « Nous recevons des informations selon lesquelles des centaines de milliers de soldats italiens se trouvent dans des camps allemands dans des conditions effroyables. Ils meurent de faim et de maladie. La Croix-Rouge doit aider. S'il vous plaît, intervenez. » Burckhardt contacta immédiatement le gouvernement allemand. Il demanda l'autorisation d'inspecter les camps d'internés italiens. La réponse arriva 1 semaine plus tard. Refus. Les internés italiens ne relèvent pas de la juridiction de la Convention de Genève. L'accès de la Croix-Rouge est impossible. Burckhardt tenta de faire pression diplomatiquement. Il s'adressa aux pays neutres, la Suisse, la Suède, le Vatican, pour leur demander leur médiation. Le gouvernement suisse envoya une note de protestation à l'Allemagne. L'Allemagne répondit poliment mais fermement. « Nous apprécions la préoccupation de la Suisse, mais la question des internés italiens est une affaire intérieure allemande. Toute ingérence est inacceptable. » Le Vatican tenta d'agir par l'intermédiaire de l'Église catholique. Le pape Pie XII écrivit personnellement une lettre à Hitler pour lui demander d'améliorer les conditions de détention des Italiens et d'autoriser l'accès de la Croix-Rouge au camp. Hitler ignora la lettre.
Son secrétaire envoya une réponse formelle. Le Führer a pris note de la préoccupation du Saint-Siège. Cependant, les internés italiens reçoivent un traitement approprié conformément à la législation allemande. Burckhardt comprit que la diplomatie ne fonctionnait pas. Il tenta d'agir secrètement. Par l'intermédiaire de ses agents en Allemagne, il essaya de contacter les internés italiens, de leur transmettre des colis, des médicaments. Mais c'était extrêmement difficile. Les camps d'Italiens étaient strictement gardés. Les agents de la Croix-Rouge ne pouvaient pas y pénétrer. Certains tentèrent de soudoyer des gardes allemands pour qu'ils transmettent des colis aux Italiens. Parfois cela fonctionnait, mais le plus souvent, les gardes prenaient les colis pour eux et les Italiens ne recevaient rien. En février 1944, la Croix-Rouge tenta d'envoyer un convoi humanitaire en Allemagne, 10 camions de nourriture, de vêtements et de médicaments pour les internés italiens. Le convoi fut arrêté à la frontière germano-suisse. Les gardes frontières allemands confisquèrent tous les camions. Raison officielle, contrebande. Les marchandises furent saisies, les camions renvoyés, les Italiens ne reçurent rien. Burckhardt était furieux. Il condamna publiquement l'Allemagne dans la presse suisse. Un article parut dans le journal de Genève. L'Allemagne viole toutes les normes du droit humanitaire en refusant à la Croix-Rouge l'accès aux prisonniers italiens. C'est un crime contre l'humanité. L'ambassade d'Allemagne en Suisse envoya une note de protestation virulente. On menaça Burckhardt. Si la Croix-Rouge continue à s'ingérer dans les affaires intérieures allemandes, nous fermerons l'accès de la Croix-Rouge à tous les camps de prisonniers de guerre, y compris les Britanniques et les Américains. C'était une menace que Burckhardt ne pouvait ignorer. Si l'Allemagne fermait l'accès, des dizaines de milliers de prisonniers britanniques et américains en souffriraient. Burckhardt recula. La Croix-Rouge continua ses tentatives d'aider les Italiens, mais en secret, officieusement. Par des agents, par la corruption, par la contrebande. Mais c'était des gouttes d'eau dans l'océan. Sur les 650 000 internés italiens, on estime que moins de 10 000 reçurent de l'aide de la Croix-Rouge. Les autres furent abandonnés. Pendant ce temps, les prisonniers de guerre britanniques et américains dans les camps allemands recevaient régulièrement des colis de la Croix-Rouge. Chaque colis contenait de la viande en conserve, du chocolat, des cigarettes, du savon, des vêtements, des médicaments. Les colis arrivaient toutes les 2 semaines. Cela sauvait des vies. Le taux de mortalité parmi les prisonniers britanniques et américains était inférieur à 1% précisément grâce à l'aide de la Croix-Rouge. Les internés italiens voyaient cela. Ils travaillaient dans les mêmes usines que les prisonniers britanniques. Ils voyaient les Britanniques recevoir des colis, manger du chocolat, fumer des cigarettes. Et eux, les Italiens, mouraient de faim. Cela engendrait de l'amertume. Pas envers les Britanniques, ils n'y étaient pour rien. Une amertume envers leur propre gouvernement, qui les avait abandonnés. Une amertume envers les Allemands, qui leur refusaient une aide élémentaire. Une amertume envers le monde, qui les avait oubliés. Un interné italien, Giuseppe Rossi, qui travaillait à l'usine Krupp, se souvint après la guerre « J'ai vu un prisonnier britannique partager avec moi du chocolat de son colis de la Croix-Rouge. Il a cassé la tablette en 2 et m'a tendu la moitié. J'ai pleuré. Pas de joie, de honte. Car j'ai compris que nous, les Italiens, étions des citoyens de seconde zone pour le monde entier. On nous avait abandonnés. On nous avait trahis. Même la Croix-Rouge ne pouvait pas nous aider. Nous n'étions personne. » Ce n'est qu'au printemps 1945, alors que l'Allemagne s'effondrait, que la Croix-Rouge obtint l'accès à certains camps d'Italiens. Mais il était déjà trop tard. Des dizaines de milliers d'Italiens étaient morts en 1 an et demi de captivité, sans recevoir la moindre aide. Novembre 1943, Bologne, Italie. Maria Marotta, la femme du caporal Giovanni Marotta, était assise à la table de la cuisine de son petit appartement et regardait la lettre qu'elle venait de recevoir. Ou plutôt, l'enveloppe vide. Sur l'enveloppe, un tampon « Retour à l'expéditeur, destinataire inconnu ». Maria écrivait à son mari chaque semaine depuis septembre, depuis le moment où les Allemands l'avaient emmené de la caserne. Elle ne savait pas où il était. Elle écrivait à l'adresse de son unité militaire. Elle espérait que les lettres arriveraient. Mais toutes les lettres revenaient avec le même tampon. Destinataire inconnu. Maria ne savait pas si son mari était en vie. Elle ne savait pas où il était. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était le 8 septembre 1943, lorsqu'il était parti pour la caserne après l'annonce de l'armistice. Depuis, le silence. 1 mois et demi de silence. Maria allait au bureau de recrutement, à la police, à la mairie. Partout, on lui disait la même chose. Nous ne savons pas. La communication avec les unités militaires est interrompue.
Les Allemands ont pris le contrôle du nord de l'Italie. Il n'y a aucune information. Maria n'était pas seule. Dans toute l'Italie, des centaines de milliers de familles ne savaient pas ce qui était arrivé à leur fils, leur mari, leur père. L'armée italienne s'était effondrée en 3 jours après le 8 septembre. Les communications avaient été coupées. Les Allemands avaient emmené les prisonniers en Allemagne sans établir de liste, sans en informer les familles. Les familles italiennes restèrent dans l'ignorance. Certaines familles obtenaient des informations par des rumeurs. On dit qu'ils les emmènent en Allemagne pour travailler. On dit qu'ils les détiennent dans des camps. On dit que beaucoup sont morts. Mais ce n'était que des rumeurs. Il n'y avait aucune information officielle. Pendant ce temps, en Allemagne, les internés italiens tentaient désespérément de contacter leurs familles, mais les Allemands interdisaient la correspondance. L'explication officielle ? Les internés n'ont pas le droit de correspondre jusqu'à ce que leur statut soit clarifié. En pratique, cela signifiait que les Italiens ne pouvaient pas du tout écrire chez eux. Certains tentaient de faire passer des lettres par des gardes allemands, en les soudoyant avec du pain ou des cigarettes. Parfois, cela fonctionnait. Le garde acceptait d'envoyer la lettre. Mais le plus souvent, il prenait simplement le pain et jetait la lettre. Le caporal Marotta, qui travaillait dans une mine de charbon de la Ruhr, écrivit sa première lettre à sa femme en novembre 1943. Il écrivait au crayon sur une feuille de papier volée au bureau de l'usine. « Chère Maria, je suis en vie. Je suis en Allemagne, dans la ville d'Essen. On me force à travailler dans une mine. Les conditions sont dures, mais je tiens bon. Je ne sais pas si cette lettre arrivera. Si elle arrive, sache que je t'aime, toi et notre fils. J'espère rentrer à la maison. Ton Giovanni. » Il donna la lettre à un garde allemand, lui promettant sa prochaine ration de pain. Le garde prit la lettre et hocha la tête. Marotta espérait que la lettre arriverait. Elle n'arriva pas. Le garde la jeta à la poubelle. Marotta écrivit 3 autres lettres en décembre, toutes les 3 par l'intermédiaire de gardes différents. Aucune n'arriva. Marotta comprit que sa famille ne savait pas s'il était en vie. Cette pensée était insupportable. Il imaginait Maria assise à la maison, attendant, pleurant, ne sachant rien. Il se sentait impuissant. Ce n'est qu'en mars 1944 que le gouvernement allemand autorisa les internés italiens à correspondre avec leurs familles. Mais avec des restrictions. 1 lettre par mois, pas plus de 25 mots. Les lettres passaient par la censure. Un censeur allemand lisait chaque lettre et barrait tout ce qu'il jugeait inapproprié. On ne pouvait pas parler du camp, du travail, de la nourriture, des maladies. On pouvait seulement écrire « Je suis en vie, je suis en bonne santé, tu me manques ». Tout autre contenu était barré et la lettre n'était pas envoyée. Marotta écrivit sa première lettre officielle en avril 1944, 25 mots. « Chère Maria, je suis en vie et en bonne santé. Je travaille en Allemagne. Tu me manques, ainsi que notre fils. J'espère revenir bientôt. Je t'aime. Giovanni. » Il remit la lettre à l'administration du camp. La lettre passa la censure et fut envoyée. Maria reçut cette lettre en mai 1944, 8 mois après l'enlèvement de son mari. 8 mois d'incertitude. Quand le facteur apporta l'enveloppe, Maria n'y crut pas d'abord. Elle ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, lut les 25 mots, pleura. Il était en vie, son mari était en vie. Mais le soulagement se mêlait à la douleur. 25 mots, c'est tout ce qu'elle avait reçu en 8 mois. 25 mots qui ne disaient rien. Je suis en bonne santé. Était-ce vrai ou mentait-il pour ne pas l'inquiéter? Je travaille en Allemagne. Où? Dans une usine? Une mine? Un camp de concentration? J'espère revenir bientôt. Quand? Dans 1 mois? 1 an? Jamais? Maria écrivit une réponse. 25 mots. Cher Giovanni, je suis si heureuse que tu sois en vie. Le fils grandit, il demande de tes nouvelles. Nous t'attendons. Tiens bon. Je t'aime, Maria. Elle envoya la lettre. Elle parvint à Marotta 2 mois plus tard, juillet 1944, 10 mois après leur séparation. Cela continua ainsi jusqu'à la fin de la guerre. 1 lettre par mois, 25 mots, passant par la censure, avec des retards. Les lettres mettaient 2 à 3 mois à arriver. Souvent elles se perdaient. Sur les 20 lettres que Marotta envoya d'avril 1944 à mai 1945, Maria en reçut 8. Sur les 18 lettres que Maria envoya, Marotta en reçut 6. Mais même ces maigres lettres étaient une bouée de sauvetage. Elles donnaient de l'espoir. Elles rappelaient qu'il y avait une vie au-delà des barbelés, qu'il y avait une maison où il fallait retourner. De nombreux Italiens survécurent précisément grâce à ces lettres. Ils s'accrochaient à la pensée « Ma famille m'attend, je dois revenir ». Mais toutes les familles n'attendirent pas.
Sur les 45 000 internés italiens morts en captivité, la plupart moururent sans avoir pu écrire une dernière lettre. Leurs familles n'apprirent leur mort qu'après la guerre, lorsque des camarades survivants rentrèrent et racontèrent « Ton mari est mort en janvier 1944 dans la mine. Ton fils est mort en février dans un camp de concentration. Ton père est mort en mars à l'usine. » Les familles pleuraient, mais au moins, elles savaient. Le pire était pour ceux qui ne surent rien. Des milliers d'Italiens sont toujours portés disparus à ce jour. Leurs corps n'ont pas été retrouvés. Leurs tombes sont inconnues. Leurs familles n'ont jamais su ce qui leur était arrivé. Février 1944, usine Krupp, Essen. Poste de nuit. La fonderie est baignée de la lueur orangée du métal en fusion. Le fracas des presses couvre tous les sons. Le caporal Luigi Ferrante se tient près du convoyeur et déplace des lingots d'acier sur un chariot. 200 lingots par poste. La routine. Mais aujourd'hui, Ferrante fait quelque chose de différent. Lorsque le contremaître allemand se détourne, Ferrante ne jette pas le lingot sur le chariot, mais par terre. Le lingot tombe sur le béton et se fend. Une fissure au centre. Une pièce défectueuse. Ferrante prend rapidement le lingot suivant et le met à la place de celui qui est abîmé. Le contremaître allemand ne remarque rien. Le lingot continuera sur le convoyeur, sera usiné, deviendra une partie d'un char. Et le char tombera en panne dès le premier combat. Sabotage. Ferrante fait cela à chaque poste. Il abîme 1 ou 2 lingots, discrètement, prudemment. C'est sa façon de résister. C'est sa façon de se venger des Allemands pour tout ce qu'ils lui ont fait. Il connaît le risque. S'il est pris, il sera fusillé. Mais il ne peut s'en empêcher. Car sinon, il se transformerait en machine, en esclave qui exécute docilement les ordres de ses maîtres. Et Ferrante ne veut pas être docile. Il veut se battre. Même si son arme n'est qu'un lingot abîmé, le sabotage était répandu parmi les internés italiens. Ils ne pouvaient pas se battre ouvertement. Ils étaient désarmés, encerclés, privés de tout. Mais ils pouvaient nuire aux Allemands secrètement, lentement, discrètement. Et ils le faisaient. Dans les mines de charbon, les Italiens cassaient les wagonnets, coupaient les câbles, mettaient du sable dans les mécanismes des monte-charges. La mine s'arrêtait pour réparation, la production de charbon chutait. Les contremaîtres allemands soupçonnaient le sabotage mais ne pouvaient pas le prouver. Ils battaient les Italiens, essayant d'obtenir des aveux, mais les Italiens se taisaient, même sous les coups. Dans les usines d'armement, les Italiens abîmaient les pièces, ils rayaient les surfaces, créaient des micro-fissures, assemblaient mal les mécanismes. Le char ou l'avion avait l'air normal, mais tombait en panne au premier combat. Les ingénieurs allemands ne comprenaient pas pourquoi le pourcentage de rebut était passé de 3 à 15%. Ils l'attribuaient à la fatigue des ouvriers, au bombardement, au manque de matériaux. Ils ne voulaient pas admettre que les esclaves résistaient. Dans les fermes agricoles, les Italiens sabotaient les récoltes. Ils mélangeaient accidentellement des graines de blé et de mauvaises herbes lors des semailles. La récolte poussait avec un mélange de mauvaises herbes impropres à l'utilisation. Ils laissaient accidentellement les portes ouvertes et le bétail s'échappait. Ils cassaient accidentellement le matériel agricole. Les fermiers allemands juraient mais ne pouvaient rien faire. Ils n'avaient pas d'autres ouvriers. Ils devaient supporter. Le sabotage était dangereux. Un saboteur pris sur le fait était fusillé. À l'usine Krupp, en mars 1944, on attrapa un Italien qui avait mis du sable dans le réducteur d'une machine. La machine tomba en panne. Un ingénieur allemand remarqua le sable, appela la Gestapo. L'Italien fut torturé pendant 3 jours. Il n'avoua pas. Le 4e jour, il fut fusillé devant tous les ouvriers. Son corps fut laissé sur la place d'appel toute la journée. Pour l'exemple. Mais le sabotage continua, car les Italiens comprenaient que c'était leur seule arme. Ils ne pouvaient pas se battre avec des armes à la main, mais ils pouvaient nuire. Et ils nuisaient. Certaines formes de sabotage étaient plus risquées. Par exemple, transmettre des informations aux Alliés. En 1944, plusieurs internés italiens travaillant dans les usines tentèrent de transmettre des informations sur la production aux services de renseignement alliés. Ils écrivaient des notes indiquant l'emplacement des usines, les types d'armements produits, le nombre d'ouvriers. Les notes étaient transmises par une chaîne de personnes, d'un Italien à un antifasciste allemand, d'un Allemand à un agent suisse, d'un agent suisse au service de renseignement britannique. C'était incroyablement dangereux. Une erreur et toute la chaîne était découverte. Mais certains Italiens prenaient le risque. L'un de ces Italiens était l'ingénieur Antonio Greco, qui travaillait à l'usine de Mittelbau Dora. Greco avait accès aux plans des fusées V2. Il copia secrètement plusieurs plans, les cacha dans ses vêtements et les remit à un prisonnier communiste allemand qui avait des contacts avec la résistance. Les plans parvinrent aux Alliés.
Les services de renseignement britanniques utilisèrent ces informations pour planifier des bombardements. L'usine de Mittelbau-Dora fut bombardée en avril 1945. Greco savait que ces informations avaient aidé. Il en était fier. Mais tous les actes de sabotage n'étaient pas si héroïques. La plupart étaient petits, discrets, quotidiens. Les Italiens travaillaient lentement. Ils faisaient semblant de ne pas comprendre les ordres. Ils cassaient les outils. Ils volaient de la nourriture dans les entrepôts et la partageaient avec leurs camarades. C'était leur guerre. Une guerre silencieuse, invisible, mais une guerre. Les Allemands étaient au courant du sabotage. Ils tentaient de le combattre. Ils mettaient en place des systèmes de contrôle qualité. Ils infligeaient des amendes pour le rebut. Ils battaient les Italiens. Mais rien n'y faisait. Car il est impossible de forcer un esclave à bien travailler. Un esclave trouvera toujours un moyen de nuire à son maître. Cette règle est connue depuis la Rome antique. Et elle fonctionnait dans le Troisième Reich. À la fin de la guerre, l'industrie de guerre allemande ne souffrait pas seulement des bombardements et du manque de ressources. Elle souffrait du sabotage. Des millions de travailleurs forcés, prisonniers de guerre, Ostarbeiter, internés italiens, détruisaient silencieusement, discrètement la machine de guerre allemande de l'intérieur. Leur contribution à la victoire alliée est impossible à mesurer précisément, mais elle fut significative. Après la guerre, de nombreux Italiens se souvinrent du sabotage avec fierté. L'un des survivants, Giovanni Marotta, disait « Ils pensaient nous avoir transformés en esclaves. Ils pensaient que nous allions docilement travailler pour leur guerre. Mais nous n'étions pas dociles. Chaque jour, nous leur nuisions. Chaque jour, nous nous battions. À notre manière, silencieusement. Mais nous nous battions. Et cela nous a aidés à conserver notre dignité. Nous n'étions pas seulement des victimes, nous étions des résistants. » Avril 1945. L'Allemagne s'effondrait. À l'ouest, les troupes américaines et britanniques avançaient. À l'est, l'armée rouge. Les villes allemandes brûlaient sous les bombes. Les routes étaient encombrées de réfugiés. La Wehrmacht se désagrégeait. Et dans ce chaos, les internés militaires italiens, qui avaient passé 1 an et demi en esclavage, attendaient la libération. Certains attendaient avec espoir, d'autres avec terreur. Car personne ne savait ce que les SS feraient des prisonniers dans les derniers jours de la guerre. Le soldat Paolo Venturini, qui travaillait dans une ferme en Bavière, entendit les premières explosions le 19 avril. Une canonnade lointaine à l'ouest. Les Américains approchaient. Le fermier Schmidt était nerveux. Il écoutait la radio toutes les heures. Goebbels hurlait à propos d'une arme miracle qui inverserait le cours de la guerre. Mais tout le monde connaissait la vérité. La guerre était perdue. La seule question était « quand ?» Le 28 avril, les chars américains Sherman entrèrent dans le village d'Oberammergau. Les soldats allemands n'offrirent aucune résistance. La petite garnison se rendit sans combat. Venturini se tenait à la porte de la ferme et regardait passer les chars. Les soldats américains étaient assis sur les tourelles, mâchaient du chewing-gum, fumaient. Ils avaient l'air détendus, comme s'ils allaient à un pique-nique. Venturini s'avança sur la route et cria en italien « Je suis italien, je suis prisonnier, aidez-moi !» Un officier américain en jeep s'arrêta. Il regarda Venturini. Émacié, sale, en haillons. Il demanda en anglais « You Italian ?» Venturini hocha la tête. L'officier fit un signe de la main. « Come with us, you're free. » Libre. Venturini ne comprit pas tout de suite. Il redemanda « Libéraux ?» L'officier hocha la tête. « Free. » Venturini tomba à genoux et pleura. 1 an et demi d'esclavage était terminé. Il était libre. Mais tous les Italiens n'eurent pas la même chance. Dans les camps de concentration, les SS commencèrent les évacuations. Ils ne voulaient pas laisser de prisonniers en vie, des témoins de leurs crimes. Une série de marches de la mort commença. Les prisonniers étaient conduits à pied vers l'ouest, loin des troupes soviétiques. Celui qui ne pouvait pas marcher était abattu sur place. Mario Rigoli, prisonnier de Mauthausen, fut parmi ceux contraints à une marche de la mort le 24 avril. 3000 prisonniers, dont des centaines d'Italiens, furent formés en colonne. Des SS avec des fusils mitrailleurs marchaient sur les côtés. Les bergers allemands grondaient. Le convoi se mit en route vers l'ouest. Marcher était insupportable. Les prisonniers tenaient à peine debout, épuisés, malades, sans force. Toutes les heures, quelqu'un tombait. Un SS s'approchait, lui tirait une balle dans la tête, et la colonne continuait. Le premier jour, 200 personnes furent abattues. Leurs corps restèrent sur la route. Le 3e jour de la marche, la colonne fut surprise par l'aviation américaine. Des chasseurs Mustang prirent la colonne pour des soldats allemands en retraite et ouvrirent le feu. Les mitrailleuses crépitèrent le long de la route.
Les SS s'enfuirent dans les buissons. Les prisonniers se jetèrent à terre. Rigoli était allongé, plaqué au sol, entendant le sifflement des balles au-dessus de sa tête, voyant un camarade à côté de lui être déchiqueté. L'attaque dura environ 5 minutes, puis les avions s'éloignèrent. Quand Rigoli se releva, il vit une 50aine de prisonniers morts, tués par leurs libérateurs. Les SS rassemblèrent les survivants et les firent repartir. Mais le 5e jour, ils abandonnèrent simplement la colonne et disparurent. Tôt le matin, les prisonniers se réveillèrent et découvrirent que les gardes étaient partis. Les SS s'étaient enfuis pendant la nuit. Les prisonniers se retrouvèrent seuls sur la route. Certains n'arrivaient pas à y croire. Était-ce un piège ? Attendaient-ils pour nous abattre ? Mais personne ne tirait. Ils étaient libres. Rigoli et quelques camarades prirent la route vers l'ouest. Ils rencontrèrent une patrouille américaine un jour plus tard. Les Américains leur donnèrent à manger, à boire et les envoyèrent à un hôpital de campagne. Rigoli survécut. Mais sur les 3000 prisonniers qui avaient commencé la marche de la mort, moins de 2000 atteignirent la libération. Les autres furent abattus, moururent d'épuisement ou périrent sous les bombes américaines. Au camp de concentration de Dora, les SS tentèrent d'effacer les traces de leurs crimes. Ils firent sauter le crématorium, brûlèrent les documents, fusillèrent les prisonniers malades qui ne pouvaient pas marcher. Antonio Greco, l'ingénieur qui travaillait à l'usine souterraine, entendit des explosions et des rafales de mitrailleuses toute la nuit du 10 avril. Le matin du 11 avril, les SS avaient disparu. Et 1 heure plus tard, les soldats américains entrèrent dans le camp. Greco se tenait sur la place d'appel et regardait les Américains. Il ne pouvait pas parler. Il restait là et pleurait. Un capitaine américain s'approcha de lui, le serra dans ses bras. « It's over, buddy. You're safe now. C'est fini. Tu es en sécurité maintenant. » Greco hocha la tête. Il n'arrivait pas à y croire. Dans les mines de charbon de la Ruhr, les Italiens connurent différentes libérations. Certaines mines furent libérées par les troupes britanniques, d'autres par les Américains. Les contremaîtres allemands disparurent 1 ou 2 jours avant l'arrivée des Alliés. Les Italiens restèrent seuls dans les camps. Ils attendaient. Quand les chars alliés arrivèrent, les Italiens sortirent aux portes, les mains en l'air. Un officier britannique demanda « Who are you » ? Qui êtes-vous ? Les Italiens répondirent « Italian prisoner. We worked in the mines. » Prisonniers italiens. Nous travaillions dans les mines. L'officier hocha la tête. « You're free to go. » Giovanni Marotta, qui avait travaillé dans la mine de charbon Zollverein pendant 1 an et demi, fut libéré le 12 avril 1945. Il pesait 48 kilos, il pouvait à peine marcher. Ses poumons étaient remplis de poussière de charbon. Chaque respiration était douloureuse. Ses mains étaient couvertes de cicatrices et de callosités. Mais il était vivant et libre. Les Britanniques organisèrent des camps temporaires pour les Italiens libérés. Non plus des prisons, mais des camps pour personnes déplacées. Là, les Italiens furent nourris, soignés, enregistrés. Marotta passa 3 semaines dans un de ces camps, reprenant des forces. Puis il fut renvoyé en Italie par train. Le voyage dura 1 semaine. Quand le train franchit la frontière et que Marotta vit les Alpes italiennes, il pleura. Il était rentré chez lui. Mais tous ne rentrèrent pas. Sur les 650 000 internés militaires italiens déportés en Allemagne en septembre-octobre 1943, environ 600 000 revinrent. 40 à 45 000 moururent en captivité. Leurs corps restèrent en terre allemande, dans des fosses communes, dans les mines, dans les crématoriums des camps de concentration. Beaucoup de tombes n'ont toujours pas été retrouvées. Juin 1945, gare de Bologne, Italie. Le train de rapatriés arriva le soir. Plusieurs centaines d'Italiens, d'anciens internés, libérés par les Alliés en Allemagne, descendirent sur le quai. Émaciés, vêtus d'habits étrangers donnés par les Américains, les yeux vides. Leurs familles les attendaient. Mais toutes les familles n'attendirent pas. Maria Marotta se tenait sur le quai avec son fils de 8 ans, Alberto. Elle lui serrait la main si fort que le garçon grimaçait. Elle scrutait chaque personne qui sortait du train, cherchant son mari. Wagon après wagon. Des dizaines, des centaines de personnes. Où étaient-ils ? Maria commençait à paniquer. Et s'il n'était pas là ? Et s'il était mort ? Et puis elle le vit. Giovanni Marotta descendit du dernier wagon. Il était si maigre que Maria faillit ne pas le reconnaître. Un visage creusé, des yeux caves, des cheveux gris, bien qu'il n'ait que 32 ans. Il se tenait sur le quai et regardait autour de lui, perdu.
Maria cria « Giovanni !» Il tourna la tête, la vit. Leurs regards se croisèrent. Maria courut, Alberto courut derrière elle. Ils serrèrent Giovanni dans leurs bras, tous les trois pleuraient. Ils se tenaient sur le quai, enlacés, en larmes. Il y avait des dizaines de scènes similaires tout autour. Des familles se retrouvaient. Des femmes serraient leurs maris, des mères serraient leurs fils. Des enfants serraient des pères qu'ils n'avaient pas vus depuis 2 ans. Mais il y avait aussi ceux qui n'avaient pas attendu. La veuve du sergent Carlo Bianchi, le camarade de Marotta mort à la mine en janvier 1944, se tenait seule sur le quai. Elle demandait à chaque arrivant « Connaissez-vous Carlo Bianchi ? Il est de Turin, il a servi dans la division Pinerolo. » Certains hochaient la tête avec compassion, d'autres secouaient la tête. Finalement, l'un des rapatriés dit « Je connaissais Carlo, nous travaillions ensemble à la mine. Il est mort en janvier, je suis désolé. » La veuve s'assit sur un banc. Elle ne pleurait pas. Elle restait assise, regardant dans le vide. Elle avait attendu 1 an et demi, et elle avait eu la vérité. Son mari était mort, elle était veuve, ses enfants, orphelins. Il y avait des milliers de veuves comme elle. Le retour à la maison ne fut pas un triomphe, mais un traumatisme. Les Italiens rentrèrent dans un pays détruit par la guerre. L'économie était effondrée, le chômage était endémique, les villes étaient en ruine, le gouvernement fonctionnait à peine. Et dans ce chaos, les internés de retour se retrouvèrent indésirables. Il n'y avait pas de programme d'aide aux vétérans, pas d'indemnité, pas de soins médicaux. L'État italien était en faillite. Il ne pouvait même pas aider ceux qui avaient combattu dans l'armée. Que dire alors de ceux qui avaient été en captivité ? On les considérait comme une honte, parce qu'ils s'étaient rendus aux Allemands, parce qu'ils avaient travaillé pour l'ennemi. Personne ne voulait entendre qu'ils n'avaient pas eu le choix. Personne ne voulait savoir qu'ils avaient traversé l'enfer. Giovanni Marotta rentra à Bologne et découvrit que son appartement avait été détruit par un bombardement. Sa femme et son fils vivaient chez des parents, à l'étroit, sans argent. Marotta tenta de trouver du travail, mais qui embaucherait un homme qui avait été prisonnier pendant 2 ans ? Les employeurs regardaient son visage maigre, ses mains tremblantes, sa toux due à la silicose, et secouaient la tête. « Désolé, nous n'avons pas de place. » Marotta retourna auprès de sa femme. « Je ne trouve pas de travail, dit-il. Personne ne veut de moi. » Maria le serra dans ses bras. « Ce n'est pas grave, on s'en sortira. L'important, c'est que tu sois en vie. » Marotta hocha la tête, mais au fond de lui, il se sentait brisé. Pendant 1 an et demi, il avait rêvé de rentrer chez lui. Il s'était imaginé que tout irait bien à la maison. Mais la réalité était cruelle. Il n'y avait rien à la maison. Seulement la misère, les ruines et l'indifférence. D'autres rapatriés firent face à la même situation. Luigi Ferrante, qui avait travaillé à l'usine Krupp, rentra à Turin et découvrit que ses parents étaient morts dans un bombardement. La maison était détruite. Ses frères et sœurs étaient dispersés. Il était seul. Ferrante tenta de reconstruire sa vie. Il trouva un travail dans une petite usine, se maria, eut des enfants. Mais le traumatisme demeurait. Chaque nuit, il faisait des cauchemars. La fonderie, ses camarades en flammes, les contremaîtres allemands avec leurs matraques. Il se réveillait en sueur froide. Sa femme le serrait dans ses bras, essayait de le calmer. Mais rien n'y faisait. Les cauchemars le hantèrent jusqu'à sa mort. Mario Rigoli, survivant de Mauthausen, rentra à Milan et ne put plus travailler. Il était physiquement et psychologiquement brisé. Il pesait 40 kilos, ne pouvait pas marcher sans canne, suffoqué au moindre effort. Les médecins diagnostiquèrent une tuberculose, une silicose, un épuisement chronique. « Vous êtes invalide », lui dirent-ils. « Vous ne pourrez pas travailler. » Rigoli demanda une pension d'invalidité. L'État refusa. « Nous n'avons pas les moyens. » Rigoli vécut de l'aide de ses proches. Il mourut en 1952. Il avait 43 ans. Antonio Greco, l'ingénieur de Dora, rentra à Milan et tenta de retourner à l'usine Fiat où il travaillait avant la guerre. Fiat ne le reprit pas. « Vous avez été en captivité. Vous avez travaillé dans des usines allemandes. Nous ne pouvons pas vous faire confiance. » Greco fut choqué. On l'accusait de collaboration avec l'ennemi. Lui, qui avait risqué sa vie en transmettant les plans des fusées aux Alliés. Greco tenta de s'expliquer, mais personne ne l'écouta. Il trouva un travail dans une petite usine pour 1/3 de son ancien salaire. Il vécut une vie modeste et tranquille. Il ne parla jamais de la guerre à ses enfants. C'était trop douloureux. Paolo Venturini, qui avait travaillé dans une ferme en Bavière, rentra à Naples et découvrit que sa femme s'était remariée. Elle le croyait mort. Quand Venturini apparut, elle fut choquée. « Je te croyais mort !» Venturini hocha la tête. « Moi aussi, je pensais que j'allais mourir. » Ils divorcèrent. Venturini resta seul.
Il trouva un travail de docker au port, vécut dans une petite chambre, but pour oublier. Il mourut d'une cirrhose du foie en 1961. Le retour à la maison ne fut pas la fin du cauchemar, mais le début d'une nouvelle douleur. Car la société italienne ne voulait pas connaître la vérité sur ce qu'avaient vécu les internés. Elle voulait oublier. Oublier la honte du 8 septembre. Oublier que 650 000 Italiens avaient été transformés en esclaves. Oublier que des dizaines de milliers étaient morts. Il était plus simple de se taire. Et les internés italiens se turent. Ils ne racontèrent pas ce qu'ils avaient vécu. C'était trop douloureux, trop honteux. Pas honteux pour eux-mêmes, mais face à une société qui les regardait avec mépris. Ils se turent pendant des décennies. Et leur histoire fut oubliée. Année 1950-1980, Italie. Le pays se reconstruisait après la guerre. Le miracle économique italien, une croissance économique rapide, l'industrialisation, l'augmentation du bien-être. L'Italie devenait l'une des principales puissances économiques d'Europe. Mais dans ce récit festif, il n'y avait pas de place pour ceux qui avaient survécu à l'enfer de la captivité allemande. Les internés militaires italiens furent oubliés. L'État ne reconnaissait pas leurs sacrifices. Pas de mémoriaux, pas d'indemnités. Pas même une reconnaissance officielle de ce qu'ils avaient enduré. Les manuels d'histoire n'en parlaient pas. Le cinéma ne les montrait pas. Les journaux n'en parlaient pas. Pourquoi ? Parce que l'histoire des IMI était gênante. Elle rappelait la honte du 8 septembre. La façon dont l'armée italienne s'était effondrée en 3 jours. La fuite du roi et de Badoglio abandonnant l'armée. Le fait que des centaines de milliers d'Italiens avaient été abandonnés à leur sort. L'État italien voulait oublier cette honte. Et le moyen le plus simple était d'oublier ce qu'il avait vécu. Les vétérans IMI tentèrent d'obtenir une reconnaissance. Dans les années 1950, ils créèrent une association, l'ANEI. Ils firent pression sur le Parlement pour des lois sur les indemnisations, les soins médicaux, les pensions. Mais les politiciens les ignorèrent. « L'État n'a pas d'argent », disaient-ils. « Nous ne pouvons pas aider tout le monde. » En 1961, l'ANEI obtint l'adoption d'une loi sur des versements minimaux aux vétérans IMI. La loi prévoyait un versement unique de 100 000 lire, environ $60. C'était une moquerie. $60 pour 1 an et demi d'esclavage. Pour la faim, le froid, les coups, les maladies, la mort de leurs camarades. De nombreux vétérans refusèrent de recevoir cet argent. « C'est une insulte », disaient-ils. Mais le plus douloureux était l'attitude du gouvernement allemand. Après la guerre, l'Allemagne de l'Ouest versa des indemnisations aux victimes du travail forcé nazi. Aux Français, aux Belges, aux Néerlandais, aux Polonais, à tous ceux qui avaient été déportés pour travailler dans le Reich. Mais les internés italiens ne furent pas indemnisés. Pourquoi ? Parce que le gouvernement allemand considérait que les Italiens n'étaient pas des travailleurs forcés, mais des volontaires. La position officielle de l'Allemagne était la suivante. On a offert un choix aux Italiens, servir ou travailler. Ils ont choisi de travailler, donc ce sont des volontaires. C'était un mensonge cynique. On n'avait pas offert un vrai choix aux Italiens. On les avait placés devant le choix de servir la dictature fasciste de Mussolini ou de devenir des esclaves. Ce n'est pas un choix, c'est du chantage. Mais le gouvernement allemand utilisa cette ruse pour ne pas payer. Dans les années 1990, lorsque l'Allemagne réunifiée commença à verser des indemnisations à toutes les victimes du nazisme, les vétérans italiens intentèrent de nouveau une action en justice. Le tribunal allemand rejeta la demande. Le délai de prescription est expiré. Les vétérans firent appel devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour rejeta l'appel. L'Allemagne a le droit de déterminer à qui verser des indemnisations. Les vétérans italiens étaient furieux. Ils manifestèrent devant l'ambassade d'Allemagne à Rome. Des vieillards, dont beaucoup avaient plus de 80 ans, brandissaient des pancartes. « Allemagne paye pour nos souffrances. Nous n'avons pas oublié. » La police dispersa la manifestation. Les médias couvrirent à peine l'événement. Dans les années 2000, la plupart des vétérans IMI étaient morts. Sur les 600 000 survivants, il en restait moins de 10 000. C'étaient de très vieilles personnes, beaucoup avaient plus de 90 ans. Ils savaient qu'ils ne verraient jamais la justice de leur vivant. Mais ils continuaient à se battre. Pas pour l'argent, l'argent n'avait plus d'importance. Pour la mémoire, pour que leur histoire ne soit pas oubliée. 1995, Italie. Roberto Zamboni, un passionné et historien amateur italien, était assis dans des archives et feuilletait des documents jaunis. Il cherchait des informations sur son grand-père, un interné militaire italien mort en Allemagne en 1944. La famille Zamboni ne savait pas où il était enterré.
Une demande officielle auprès des autorités allemandes avait reçu pour réponse aucune information disponible. Zamboni n'abandonna pas. Il se rendit en Allemagne. Il parcourut les villes où se trouvaient les camps d'Italiens. Il chercha des cimetières, des fosses communes, des archives. Et il trouva, dans une petite ville de Saxe, dans un cimetière abandonné, il trouva une tombe sans croix, sans nom. Seulement une plaque. Ici reposent 200 ouvriers italiens morts en 1944. Zamboni comprit, son grand-père était là, dans l'une de ces 200 tombes. Cette découverte changea la vie de Zamboni. Il lança le projet Dimenticati di Stato, les oubliés de l'État. L'objectif du projet était simple, retrouver les tombes de tous les internés italiens morts en Allemagne et créer une base de données pour que les familles puissent savoir où leurs proches étaient enterrés. Zamboni travailla seul, sans financement, sans soutien de l'État. Il parcourut l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche. Il chercha des cimetières, des archives, des témoins. Il parla à de vieux Allemands qui se souvenaient des camps. Il fouilla dans des archives poussiéreuses où étaient conservées les listes des morts. Il photographia les tombes, nota les noms, dressa des cartes. En 30 ans de travail, Zamboni a retrouvé plus de 20 000 tombes d'internés italiens. Il a créé une base de données qu'il a mise en ligne. Les familles pouvaient se rendre sur le site, entrer le nom d'un parent et savoir où il était enterré. Des milliers de familles écrivirent des lettres de remerciement à Zamboni. Merci. Pendant 50 ans, nous ne savions pas où notre grand-père était enterré. Maintenant, nous le savons. Nous pouvons venir, poser une croix, prier. Zamboni pleurait en lisant ces lettres. Il comprenait que son travail n'était pas vain, mais le travail était immense. 45 000 internés italiens sont morts en Allemagne. Zamboni a retrouvé les tombes de 20 000. Les 25 000 autres n'ont toujours pas été retrouvés. Leurs tombes sont perdues, les documents détruits, les témoins morts. Ces 25 000 Italiens resteront à jamais des disparus. Zamboni n'abandonne pas. Il a plus de 70 ans, mais il continue de chercher. Chaque année, il se rend en Allemagne, fouille les archives, cherche de nouvelles tombes. « Je ne peux pas m'arrêter », dit-il. « Tant que je serai en vie, je chercherai, car ces hommes méritent qu'on se souvienne d'eux. » Grâce au travail de Zamboni, l'histoire des internés militaires italiens a enfin commencé à sortir de l'ombre. Dans les années 2000, des livres, des documentaires, des articles ont été publiés. Les écoliers ont étudié le sujet, les politiciens ont prononcé des discours. Mais il était déjà trop tard. La plupart des vétérans étaient morts sans avoir obtenu de reconnaissance. 2005, Turin, Italie. Giovanni Marotta, l'ancien caporal qui avait travaillé 1 an et demi dans une mine de charbon de la Ruhr, était assis dans un fauteuil dans une maison de retraite et regardait par la fenêtre. Il avait 92 ans. Il était l'un des derniers témoins vivants de l'histoire des IMI. Un journaliste d'un journal local était venu l'interviewer. « Monsieur Marotta, racontez-moi votre expérience en captivité en Allemagne », demanda le journaliste. Marotta resta silencieux 1 minute. Puis il parla. Lentement, avec des pauses, sa voix tremblait. « Je n'ai pas parlé de ça pendant 60 ans, dit-il. C'est trop douloureux. Mais maintenant, j'ai 92 ans. Je vais bientôt mourir. Et si je ne raconte pas maintenant, cette histoire mourra avec moi. Et elle ne doit pas mourir. Les gens doivent savoir. » Marotta raconta pendant 3 heures. Le wagon à bestiaux, la mine, la faim, le froid, son camarade Bianchi, mort dans ses bras, le retour à la maison et l'indifférence de l'État. Le journaliste écoutait, prenait des notes, essuyait parfois une larme. « Pourquoi êtes-vous resté silencieux pendant 60 ans ?» demanda le journaliste. Marotta le regarda. « Parce que personne ne voulait écouter. Quand je suis rentré, j'ai essayé de raconter. Mais les gens se détournaient. Ils ne voulaient pas savoir. C'était gênant. Il était plus simple d'oublier. Alors je me suis tu. J'ai enterré cette histoire au plus profond de moi. Mais elle n'a pas disparu. Elle m'a rongé toute ma vie. Des cauchemars toutes les nuits, des souvenirs tous les jours. Je ne pouvais pas oublier. Et maintenant qu'il me reste peu de temps à vivre, je veux que les gens sachent la vérité. » L'interview fut publiée. Elle eut un grand retentissement. Des lecteurs écrivirent au journal « Merci pour cet article. Nous ne savions pas. Il faut enseigner cela dans les écoles. Pourquoi a-t-on gardé le silence sur ce sujet ?» Marotta mourut 1 an plus tard, en 2006. Il fut enterré au cimetière de Turin. Sur sa tombe est écrit « Giovanni Marotta, 1913-2006, caporal de l'armée italienne. A survécu à la captivité allemande. Nous n'oublierons pas. » En 2020, il restait moins de 1000 vétérans IMI. Tous avaient plus de 95 ans. C'étaient de très vieilles personnes,
alité, faible. Mais il continuait à raconter. Des écoliers venaient dans les maisons de retraite, enregistrer des interviews. Des historiens recueillaient des témoignages. Des documentaristes tournaient des films. L'un des derniers vétérans, Luigi Ferrante, mort en 2018 à l'âge de 102 ans, a déclaré dans sa dernière interview « Je suis heureux d'avoir vécu assez longtemps pour que les gens commencent à s'intéresser à notre histoire. Pendant 60 ans, on nous a ignorés. Mais maintenant, les jeunes veulent savoir. Cela me donne de l'espoir. L'espoir que notre sacrifice n'a pas été vain. Que les gens se souviendront. » Mai 2015, Mauthausen, Autriche. 70e anniversaire de la libération du camp de concentration. Des milliers de personnes étaient rassemblées devant les portes de l'ancien camp. Des vétérans, leurs familles, des politiciens, des étudiants, des journalistes. Parmi eux, les 5 derniers vétérans italiens survivants de Mauthausen. Le plus âgé avait 103 ans, le plus jeune, 98. Ils étaient assis dans des fauteuils roulants, couverts de couvertures, faibles mais vivants. Mario Rigoli, un vieil homme de 100 ans qui avait survécu à la carrière de Mauthausen, était assis et regardait les portes du camp. 70 ans plus tôt, il était sorti par ces portes, à peine vivant, pesant 42 kilos, atteint de tuberculose et de silicose. Les médecins disaient qu'il ne vivrait pas un an. Mais il a vécu 70 ans. Il s'est marié, a élevé 3 enfants, a vu 7 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Il a survécu, contre toute attente. La cérémonie commença. Le président autrichien prononça un discours sur l'importance de la mémoire, sur l'inadmissibilité de l'oubli. L'ambassadeur d'Italie parla des souffrances des internés italiens. Le représentant du gouvernement allemand présenta ses excuses. L'Allemagne regrette profondément les crimes commis contre les internés militaires italiens. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons nous souvenir. Et nous promettons, nous nous souviendrons. Puis la parole fut donnée aux vétérans. On demanda à Mario Rigoli de parler. Son petit-fils poussa son fauteuil roulant jusqu'au micro. Rigoli parla doucement, mais fermement. « Je me tiens ici, à 100 mètres de la carrière où je travaillais il y a 70 ans. Je me tiens ici, à 186 mètres de l'escalier de la mort que je montais avec des pierres sur le dos. Je me tiens ici, et je me souviens des milliers de mes camarades qui ne sont pas sortis de ce camp. Ils sont dans la terre, dans des fosses communes, beaucoup sans nom. J'ai survécu. Pourquoi ? Je ne sais pas. La chance, le destin, la volonté de Dieu, je ne sais pas. Mais je sais une chose. J'ai le devoir de raconter leur histoire. Car si je ne le fais pas, qui le fera ? Pendant 70 ans, nous les vétérans, nous sommes tus. Parce que nous avions honte. Honte d'avoir été prisonniers. Honte d'avoir travaillé pour l'ennemi. Honte d'avoir survécu alors que nos camarades sont morts. Mais maintenant je comprends. Nous ne devrions pas avoir honte. La honte devrait être pour ceux qui nous ont transformés en esclaves. Honte à ceux qui nous ont affamés, battus, tués. Honte aux États qui nous ont abandonnés. Honte au monde qui nous a oubliés. J'ai 100 ans. Je vais bientôt mourir. Mes camarades vétérans mourront bientôt. Dans 10 ans, il n'en restera aucun. Et alors, il n'y aura plus personne pour raconter cette histoire. C'est pourquoi je vous demande, jeune génération, de vous souvenir de nous. Souvenez-vous des 650 000 Italiens transformés en esclaves. Souvenez-vous des 45 000 morts dans les camps, les mines, les usines. Souvenez-vous que nous n'étions pas que des chiffres. Nous étions des êtres humains. Nous avions des noms, des familles, des rêves. Et nous avons souffert. Nous avons souffert d'une manière que les mots ne peuvent décrire. Mais nous n'avons pas abandonné. Même en enfer, nous avons conservé notre humanité. Nous partagions notre pain alors que nous mourions de faim. Nous soutenions nos camarades alors que nous tenions à peine debout. Nous sabotions l'ennemi au péril de notre vie. Nous avons survécu, et c'est notre victoire. Souvenez-vous de nous. » Rigoli se tut. Des milliers de personnes se tenaient en silence. Beaucoup pleuraient. Puis des applaudissements éclatèrent. Longs, bruyants. Les gens applaudissaient debout. Ils n'applaudissaient pas le discours. Ils applaudissaient les vétérans. Ils applaudissaient leur courage, leur sacrifice, leur mémoire. Après la cérémonie, des étudiants s'approchèrent des vétérans, leur serrèrent la main, les remercièrent. Une jeune fille, étudiante de Rome, s'approcha de Rigoli. « Monsieur Rigoli, j'écris un mémoire sur les internés militaires italiens. Puis-je vous interviewer ?» Rigoli hocha la tête. « Bien sûr, je vous raconterai tout ce dont je me souviens. Tant que je m'en souviens. » Le soir, les vétérans étaient assis à l'hôtel et discutaient. Ils se souvenaient de leurs camarades disparus.
Ils se souvenaient des camps, des mines, des usines. Ils pleuraient et riaient. Pleuraient de la douleur des souvenirs, riaient de la joie d'avoir survécu. « Nous avons vécu pour voir ce jour », dit l'un des vétérans. « Le monde nous a enfin entendus. Notre histoire n'est plus oubliée. » Rigoli hocha la tête. « Oui, mais le travail n'est pas terminé. 25 000 de nos camarades reposent encore dans des tombes anonymes. Nous devons les retrouver. Nous devons leur donner un nom. Nous le leur devons. » Mario Rigoli mourut 3 ans plus tard, en 2018, à l'âge de 103 ans. Il était le dernier vétéran italien de Mauthausen. Après sa mort, il ne resta aucun témoin vivant de la tragédie italienne dans ce camp de concentration. Mais son histoire est restée. Dans les livres, dans les films, dans la mémoire des gens. 650 000 internés militaires italiens, 45 000 morts, des centaines de milliers de destins brisés. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des êtres humains. Chacun avec son nom, son histoire, sa douleur. Et ils méritent qu'on se souvienne d'eux. Souvenez-vous d'eux.